Bonsoir, merci infiniment pour votre invitation. Je vais d'abord dire ce que je tiens à dire avant chaque prise de parole. Je suis fier de devenir un architecte. J'ai saisi l'occasion de cette conférence pour tenter de porter un regard critique sur mon modeste travail, interroger mon credo, mes repères, pour pouvoir continuer, pour pouvoir commencer encore. Avant de vous présenter quelques traces et commentaires sur ce travail, je dois vous livrer quelques réflexions générales. Vous me pardonnerez le caractère un peu bondissant de ce texte, c'est si difficile d'écrire. L'architecture est un art. C'est l'art de bâtir des espaces. J'aime bien voler à un peintre une définition simple de l'espace. La définition de l'espace est celle de l'être et inversement. L'homme se réfléchit dans l'espace et l'espace conçu le façonne en retour. Il s'appelle Olivier Debré. J'ai appris récemment qu'il avait fait aussi des études d'architecture à l'École des Beaux-Arts. L'architecture, c'est l'art de bâtir les espaces destinés à accueillir les êtres humains. Combien je rêve de pouvoir discuter avec mes collègues de l'École d'architecture de Toulouse de ce que pourrait être bien une définition de l'architecture. Nous pourrions presque tomber d'accord. Je suis donc un artisan, comme bon nombre de personnes dans cette salle, qui exercent le beau métier d'architecte au sein d'une profession sinistrée. Cette position, comparable à celle des petites entreprises avec lesquelles nous travaillons pour bâtir, est presque économiquement soutenable grâce à la rémunération de mon activité d'enseignant dans une école nationale et supérieure. J'essaie de transmettre quelque chose de l'architecture, d'une partie seulement de l'architecture, celle que je connais et que je cherche à connaître. Dans mon travail, comme à l'école, je ne sais ni ne veux séparer le quoi du comment. Je peux expliquer tout ce que je fais. Mon bureau est modeste, quelques étudiants très motivés et très mal payés viennent apprendre, ils sont payés au modulor, viennent apprendre un peu du métier et mettent à produire les dessins et les maquettes pour bâtir et aussi à affronter le cauchemar numérique. J'avais commencé mon apprentissage avec des maîtres que j'avais choisis. C'est en allant voir des œuvres d'architecture que j'ai véritablement choisi de devenir un architecte. Dans les chefs-d'œuvre, je nageais comme un poisson dans l'eau retrouvée, les théories pouvaient revenir. Puis j'ai commencé à regarder les œuvres du passé avec la paix de celui qui comprend qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour commencer à connaître. Au couvent de la Tourette, j'avais dû tout recommencer. Si vite, si lentement. Toute école devrait n'être que cela, une trêve joyeuse. Je n'ai jamais rien pris que je puisse comprendre. Les œuvres de mes trois monstres, Kahn, Mies et Corbu, constituent mon panthéon, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup d'entre vous. Henri Siriani et Christian de Villers m'ont formidablement bien orienté vers les trois monstres, et ils m'ont également appris à apprendre, dessiner, critiquer, recommencer. Leo Galfetti, Luigi Snozzi et Livio Vacchini m'apprennent à bâtir. Je ne suis inspiré que par les choses de l'espace. Les espaces des chefs-d'œuvre sont inspirants. Je voudrais bâtir une école d'architecture inspirée par les espaces de Kimball. L'architecture vernaculaire est toujours inspirante parce qu'elle nous livre des vérités tectoniques. Le rapport au sol, le rapport au ciel, l'économie de moyens pour durer dans la nature. Elle est toujours unitaire, elle est toujours digne, elle est toujours là. Au commencement, il faut une rencontre entre des fragments de réalité, site, client, budget, et un désir d'espace. Le projet est le chemin qui transforme cette rencontre en une nouvelle réalité, c'est-à-dire de nouvelles lumières que l'autre va habiter. Ne sachant ni ne voulant dissocier le quoi du comment, je ne peux projeter que ce que je pense pouvoir bâtir. Commençant le projet, on en ignore tout. Puis, grâce à l'activité critique, on apprend à le connaître. Cette nécessité, quelques bases théoriques, un peu de méthode et quelques intuitions. On peut donc se tromper. Combien de critiques savantes sur de fausses bonnes pistes. Parfois, on fait de bons projets. Parfois, on les bâtit. Bâtir, même peu, mais bâtir. On ne peut projeter un espace que lorsque celui-ci a une direction et un sens. Bâtir, c'est d'abord entre la terre et le ciel, c'est fonder puis élever. Une jeune architecte me demandait récemment « Que pensez-vous de l'aphorisme de Luigi Snozzi ? Rien n'est à inventer, tout est à
réinventer. J'ai répondu, j'ai l'impression qu'en France, sans doute à cause de la mauvaise phase des beaux-arts qui s'évite encore très largement, il y avait, semble-t-il, une bonne phase des beaux-arts. On traduit cet aphorisme de façon tordue. Rien n'est à inventer, il suffit de réinterpréter. Et voilà confortés les grands professeurs et encyclopédistes de tous bords parés à refourguer les formules et les modèles du passé. Pour les Français, à l'aphorisme de Spinoza, rien n'est à inventer, tout à réinventer, je propose donc un complément quasi bouddhiste. Sans recommencement, pas de commencement. En architecture, il n'y a pas d'éternel retour. Projeter, c'est être dans la quête continue d'un commencement. Chaque élément projeté et chaque étape de la mise en œuvre sont soumis à cette convocation du commencement. Nous devons bâtir continuellement la preuve de cette adéquation entre le quoi et le comment. Je crois que j'ai volé cette phrase à Christian de Villers, je ne sais pas la retrouver. L'architecture vient donc de commencer, elle a environ 5000 ans. Certains manquent de repères. Entre un passé peuplé de catastrophes et un avenir sans espoir, les postmodernes, sorte d'adolescents permanents convaincus de leur créativité et de la nécessité de marquer à chacun de leurs gestes les esprits de leurs clients incultes avec ceux de leur hypothétique public branché, ont jeté le bébé et gardé l'eau du bain. Par ailleurs, historicistes et nostalgiques de tous bords continuent de coller leurs photomontages sur les rétroviseurs de l'histoire, proclamant ça et là l'existence de quelques traditions qui se meurent. Et puis voici l'avenir à nouveau convoqué. Les leçons de l'histoire ne suffisent plus qu'allons-nous transmettre aux générations futures pour affronter toutes ces apocalypses. Dans les écoles d'architecture, on cherche à paramétrer l'esquisse des profils espérés des architectes du futur. Numéritectes, écolotectes, futurotectes vont communiquer les images d'une synthèse rêvée d'un monde sans sagesse ni raison. On se rappelle que les choses bâties doivent durer, qu'elles doivent nous survivre, on va sauvegarder les choses, la vie, au cas où, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que c'est donc ce que jamais nous ne savons? Qu'est-ce que c'est donc ce que jamais nous ne saurons? Je suis pour la refondation continue d'une tradition moderne. Nous devons hériter librement, continuellement, avec la légèreté nécessaire à toute découverte et avec la conscience de celui qui sait ce qu'il cherche. Car hériter, c'est découvrir, en éclairant de sa conscience, de son présent, une chose qui cherche non pas à revivre, mais à permettre que nous puissions d'abord la comprendre, puis éventuellement la traduire ou la trahir. Un tel s'inscrit dans la tradition, l'autre rompt avec la tradition d'eux. Traduire ou trahir, dans les deux cas, il vaut mieux connaître ce dont il s'agit. Revoilà la vieille difficulté. De quoi s'agit-il et comment le faire? En œuvrant, chacun inscrit son travail dans le temps partagé, dans le monde. Bâtir, c'est participer au commencement d'un monde. Simplement, cet écart volontaire et silencieux, cet espace immobile, mais aussi en mouvement, toutes ces lumières sur ce simple mur qui ne mourra jamais. C'est très difficile, et nous ne verrons jamais seuls. Ce par quoi on commence un projet d'architecture relève toujours d'un désir d'espace. Pour projeter un espace, il faut d'abord chercher à connaître son orientation, lui donner une direction selon le soleil, le vent, les mouvements des sols, les actions des hommes, le relier aux autres espaces qui sont déjà là ou qui cherchent à vivre dans la ville ou dans la campagne. Je crois qu'il n'y a pas de possibilité de concevoir un espace sans chercher à produire de l'intérieur, c'est-à-dire une direction et un sens dans un dispositif mesuré de transparence. Bâtir, c'est aussi participer à la modification d'un milieu. Il s'agit moins pour les espaces projetés de s'intégrer, mais d'intégrer un site pour permettre au projet de commencer sa propre existence. Ce commencement est nécessairement une confrontation. Parfois, cette confrontation vire à l'affrontement. Peu importe le matériau, disait Miss, ce qui compte, c'est l'usage que l'on en fait. L'observation continue des œuvres du passé me conduit à modifier constamment mon rapport avec les matériaux. Tout le long du projet, se demander avec quoi, là, bâtir. Un matériau, c'est de la matière qui a été transformée en vue de sa mise en œuvre. Les surfaces visibles du plein n'apparaissent qu'une fois mises en œuvre, mises en lumière. Elles sont livrées à notre indifférence et à notre contemplation, selon le travail patient que nous avons mené sur les choses visibles et les choses invisibles. Faire un projet d'architecture, c'est chercher la mesure de chaque chose, afin d'en trouver la dimension, pour la manifester dans une nouvelle présence. La plus belle présence est celle qui fonde notre rapport avec le silence. Dès qu'un ouvrage est construit, il produit instantanément un espace, à la double condition qu'il se trouve au moins un homme pour l'habiter et que celui-ci puisse en contempler l'ombre définitive et changeante. Je n'ai pas assez d'imagination pour imaginer Sisyphe heureux.
non plus de repères philosophiques pour théoriser davantage depuis mon expérience d'architecte et d'homme vieillissant, ce concept du commencement. L'arché du commencement et du commandement précédant la techné, je dis simplement, ne lâchons jamais le bâtir. Sans recommencement, pas de commencement. Et sur ces paroles modestes, je vais vous présenter des projets beaucoup plus modestes. Un des premiers projets que j'ai, c'est le seul projet que j'ai dessiné dans le centre-ville de Toulouse, à part quelques boutiques. Je prends tout ce qui passe. Je fais des piscines, des décorations de boutiques. Je suis un architecte de province, non ? Ça, c'était un projet dans une situation inouïe et mondaine. Un promoteur se trouvait lauréat titulaire d'une surface aux œuvres nettes à bâtir dans un site classé. La Garonne, la rive gauche de la Garonne, et ici se trouve, tenez-vous bien, un unique bâtiment. Ici, ça c'est le plan masse qui résulte, ça c'est un projet général avec le musée d'art contemporain à la place des abattoirs. C'est assez lugubre, c'est comme ça. On souffre encore là où on a souffert. Et puis, un projet assez médiocre de composition générale d'un îlot après la restauration d'un rempart du Moyen-Âge. Un jardin très difficile à faire, les pauvres paysagistes ne pouvaient qu'échouer. Et puis, quelques ouvrages qui sont assez bien faits, un plongeon sur la Garonne. Vous vous rendez compte ? J'étais fraîchement diplômé, même si j'ai passé mon diplôme très très tard, et je me retrouvais invité à travailler avec des architectes qui étaient titulaires de la commande et qui devaient signer le permis de construire alors que je dessinais les plans. Un immeuble isolé sur 4 faces d'habitation. Mais celui-ci avait été programmé de façon étrange. Celui qui avait fait l'étude de faisabilité avait considéré que c'était un immeuble de bureau au départ, puis finalement on avait choisi, mais personne n'avait corrigé la chaune. Donc il avait estimé la surface sur 18 mètres de profondeur. Ceux qui dessinent un peu du logement savent que faire un immeuble de 18 mètres de profondeur, d'épaisseur, c'est compliqué. Et donc j'ai accepté ce travail incroyable, et je me suis lancé à corps perdu dans un travail patient. Je vais vous montrer que je dessine assez mal, des croquis, mais là, c'était inspiré par des choses que j'avais apprises avec mes maîtres, avec Siriani, avec De Villers, mais ça tout peut-être avec De Villers. C'est à faire un détail de la fenêtre. On est au bord de la Nationale 20. Il y a 2 fois 3 voies qui passent devant. Ça va entre la porte d'Orléans et le pas de la Case. Et il y a un bruit d'enfer. Et on ne peut pas mettre un châssis coulissant quand on est dans une voie classée comme ça. On est obligé d'ouvrir avec des châssis à frappe. Et l'idée, et ensuite il y avait imposé bâtir avec une brique minimum 4 cm d'épaisseur. Ça fléchait vers le fournisseur de briques qui travaille avec les MH, obligatoirement. On devait un pourcentage de grands appartements. Le sol est pourri, inondable. La crue centenale grimpe jusqu'au rez-de-chaussée assez fréquemment. Et donc, et le bon sol est à moins 7 mètres, le pied, et 20 mètres d'épaisseur. En fait, le combat a consisté ça c'est le plan final, à fabriquer, sur donc 17 mètres 30 d'épaisseur, je ne suis pas arrivé à atteindre la valeur de 18 mètres, des logements, des cages de circulation éclairées, bon, des logements qui sont banals. C'était l'époque où les 3 pièces, je m'adresse à un temps que les moins de 20 ans, mesuraient environ 69 à 72 mètres carrés, des appartements traversants. Et puis aussi, j'ai oublié de le dire, la façade ici est orientée sud-sud-ouest. Elle était très bruyante, mais elle a aussi se protéger du soleil. Là, vous avez un plan de rez-de-chaussée, bourré ratatam avec les celliers, le plan d'étage courant. Et sur la tique, là-haut, on a fini par faire 3 appartements, dont un penthouse luxueux que le promoteur lui-même avait demandé en lui introduisant une piscine. Vous ne rêvez pas. Une piscine, on est à quelques minutes de la place du Capitole. Et c'était mon premier projet. J'avais une pastèque à la place de la tête. Non et ça, c'est l'élévation que j'ai fait pour toucher ma bosse, monseigneur, pour aller voir les architectes des bâtiments de France et le service de l'esthétique urbaine et tous ces gens-là. Et j'avais dessiné, donc, ça c'est un premier élément de composition qui consistait donc à fabriquer des tours de briques. Et là, vous devinez en pointillé ici le niveau de sous-sol. J'avais proposé de faire une douve avec une cour anglaise ici pour mettre la rampe de parking et rentrer dans l'immeuble. Il y avait une crise du sol qui était terrible, personne ne parlait de ça, mais ici le sol remonte dangereusement, enfin bizarrement.
Les ingénieurs de la voirie, c'est eux, pour franchir le pont des Catalans, le pont récent, on détruit cet espace en faisant que la voirie routière se trouve constamment surplombant les seuils pour entrer dans les immeubles, y compris le pauvre petit musée qui a été construit par un architecte assez remarquable, un ingénieur qui s'appelait architecte-ingénieur Urbain Vitry à Toulouse. Ça, c'est notre salpêtrière à nous, vous voyez, c'est pas loin de la salle, voilà. Alors j'ai fait des dessins. Quand on va voir un architecte des bâtiments de France, il faut toujours savoir ce qu'il va refuser. Je savais qu'il allait refuser les balcons plongeoirs. C'est comme ça, parce que je savais qu'il avait une haine contre les balcons plongeoirs, donc je suis allé le voir la première fois avec un balcon plongeoir. Et après, nous avons modifié, et de toute façon, on a fait ce que j'avais programmé. Une coupe avec ici piscine. La piscine, vous comprenez que c'est une piscine. Hein. Alors, ici, avec un penthouse, je ne sais pas comment on dit en occitan, penthouse. Et là, on coupe sur la passerelle qui traverse un hall. Et voilà, donc vous avez compris, et ça, c'est la cour anglaise. Donc, voilà, j'avais fait des dessins savants de la façade arrière, parce qu'il fallait que les riches qui allaient acheter ces logements... Il y avait un débat, c'est la façade sur le parc était destinée à ceux qui achetaient directement, et la façade au soleil et avec les fenêtres en bruit rouge acoustique, c'était pour le locatif. Non, c'était assez cynique tout ça. Hein. Non, mais j'avais beaucoup travaillé. Vous avez vu que le téléphone traduit l'époque, hein, trahit l'époque. Donc ça, c'était une façade. C'est difficile de comprendre l'échelle, parce que je passais mon temps à dessiner là-haut pour qu'on évite de voir les toits de tuiles imposés. Il fallait mettre des tuiles vieillies, chinées, si c'est possible. En fait, ce sont des antiquaires, ces gens-là, ce ne sont pas des architectes. Non. Et une chose intéressante, ce qu'il faut voir, c'est la hauteur ici, c'est qu'une entreprise avait eu le marché de la clôture qui était imposé, et ici, il y avait 1,75 m, 1,80 m, il y a 1,80 m à peu près de haut, ici. Ce qui fait que quand on descendait la pente, eh bien, on se retrouvait sans pouvoir contempler le jardin. Alors ça, j'avais, avec cette espèce de brique de mulot de 5 cm d'épaisseur, il fallait accepter, le credo c'était, enfin, pas de linteau, pas d'ouvrage d'arc, pas faire le charmant et être joli, mais simplement de la brique, simplement, et éviter, sauf en bas, il y avait une impasse sur des claustras de terre cuite qui sont en bas, voilà. Voilà, bon, il faut dessiner, il faut expliquer aux gens ce qu'on fait, essayer de comprendre. Et puis un jour, le maître d'ouvrage m'appelle au téléphone, il me dit on fait une maquette parce qu'on va exposer le projet au salon de l'habitat. J'étais terrifié. Et il me demande quelle échelle. Alors je lui dis 50e. Et je lui donne les coordonnées du maquettiste. Et j'ai profité de cette échelle, de cette maquette de spectacle pour continuer d'étudier le projet. Et du coup, on a étudié des détails. C'était intéressant avec un maquettiste qui avait des mains fines comme ça, de pouvoir regarder, continuer en détail et faire une sorte, de façon masquée, un dossier pro complètement. Voilà. Et puis un jour, dans la dépêche, on m'a dit ouvre le journal. Et le projet est passé à la trappe. Le promoteur a négocié par l'entremise des pouvoirs publics de lâcher ce projet. 4000 m² de chaunes, et en échange, il héritait entre 12 et 15 000 de chaunes sur un autre terrain. Ça faisait un article sympathique dans la dépêche pour dire on arrête de faire les conneries, mais on fait un jardin à la place des logements. Encore un autre échec. Ça, c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'on devait le bâtir pour notre famille. On avait acheté un terrain très très compliqué et très peu cher à l'ouest de Cahors. Excusez-moi, j'ai du mal à manipuler ça. Non, mais je vais faire ça, ça va dire que j'irai plus vite comme ça. On est au bord d'une combe, le nord est en haut du document, et c'est une maison qui va être encastrée dans la pente. En bas, on voit les chemins des ânes, les chemins des chèvres, si je puis dire. C'est un pays qui a été habité par des bergers pendant longtemps. Il y a 2 sources naturelles qui poussent en bas, qui jaillissent en bas. C'est un très très beau paysage, on entend gratter les sangliers la nuit. On est au bord d'une route qui est à 3 km du centre-ville de Cahors, et le paysage d'une combe est très très beau. Donc ce que vous voyez là,
Décidément, j'ai du mal chaque fois. Je vais apprendre un de ce truc, je vous promets que je vais apprendre. Ici, là, ici. Ça, c'est la limite parcellaire se trouve là, en fait, ici. Ça, c'est une vieille construction, une carriote que les bergers bâtissaient pour dominer le paysage. Et puis, je pouvais construire ce projet que s'il y avait une piscine. Je regrette un peu, je trouve que la piscine n'est pas très bien placée, mais vous allez comprendre. Voilà. C'est un plan très, très simple et très modeste. Une fois qu'on a garé les voitures sur un terre-plein, à l'ombre de quelques chênes verts, il y avait 3 chênes verts qui étaient très beaux, on descend un escalier vers le nord-ouest, et puis on glisse ici. Voici la porte d'entrée dans une espèce de faille de lumière comme ça. J'étais très timide, je n'ai pas osé enlever ce poteau, je n'avais pas d'ingénieur. Les ingénieurs, ça sert à enlever les poteaux, il paraît. Pardon pour les ingénieurs, je ne le pense pas. Et puis, il y a un travail sérieux sur cette chose-là, qui m'a fait beaucoup progresser, c'est celui sur cette façade plein nord, qui regarde donc les sangliers et rien, et un paysage profond, avec des meneaux, des éléments, une alternance de plein et de vide, avec un travail sur la tectonique qu'on va peut-être un peu deviner davantage avec cette coupe. Là, on comprend un petit peu plus ce qui se passe avec la route au-dessus. La coupe longitudinale qui regarde le paysage. Bon, alors, depuis très longtemps, moi, je travaille au modulor. Hein. J'aime bien travailler au module hard aussi, c'est celui qui a 2,50 m. Mais c'est le modulor de secours. Sinon, je travaille avec le nombre d'or constamment. Et c'est 3 rectangles d'or qui sont dans cette section. Donc ça fait 4,20 m, 140 par 2,26 chaque rectangle. Et puis il y a une verrière avec une protection avec un caillebotis, comme dans le métro ici. Une gestion assez compliquée de la flotte ici, avec une cuisine. Le travail, il est là, ici. Alors, ce détail-là, ce décroché, ce joint, pour moi, ça a été une décision qui a pris des jours et des jours. Bon, vous comprenez, le travail sur l'enrochement, ça, c'est une économie qu'il faut faire. L'étude de sol était très claire. La chance dans ce pays-là, la roche est très proche, donc les fondations et les semelles sont superficielles. Ce qui était très délicat, c'est d'imaginer le scénario des engins, comment est-ce qu'ils travaillaient. Moi, j'étais pété de trouille, mais chaque fois que je parlais avec un terrassier, vous savez, c'est comme quand un joueur de golf va voir un rugbyman, il vous met la main sur l'épaule, et puis tout d'un coup, vous croyez que vous comprenez tout, quoi. Et donc ça, c'est des maquettes qui parlent de cette recherche. Ce qui m'avait excité, c'était ça, cette chose avec la table ici, faire une table posée sur un entablement. Et puis ici, là, c'est fabriquer ce joint qui dissocie complètement ce qui fait l'effort de soulever, ce qui franchit, les simples linteaux, en l'occurrence, une poutre, et le fait que l'acrotère ne fusionne pas avec la poutre. Ces choses-là m'ont appris, ont initié chez moi un travail obsessionnel sur tous les petits projets que j'ai commencé à bâtir par la suite, c'est-à-dire de méditer, plus que de méditer, de me concentrer constamment sur la règle que j'appelle du 1, 2, 3, qui fait rire tous mes stagiaires. C'est de 1, je touche le sol, 2, c'est le corps, et 3, je touche le ciel. Donc c'est des choses très importantes qui règnent dans toute l'architecture classique, dans toute pensée, dans toute l'architecture vernaculaire. On se concentre sur la façon dont on touche le sol, on se concentre aussi sur la façon dont on côtoie le ciel. C'est pour vous montrer que je peux dessiner aussi comme au XVIIIe siècle. Mais ce qui m'intéressait là, c'était de fabriquer une façade vers le ciel, n'est-ce pas? Non, c'était... voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les gens suicidaires s'approchent sur le toit, c'est tout. C'est une chose, j'étais hors la loi. C'était... Dans beaucoup de choses que je construis, les choses sont hors la loi. Hein. Il faut sortir du bois, ça y est. Ça, c'est un projet qui date d'un moment heureux. C'était le début de mon association avec Franck Martinez. C'était un projet qui était très facile et très difficile. Non, je ne veux pas dire ça. C'est que le site était magnifique et d'abord on a dit oui. On arrive et un mec vous dit on va faire une piscine là, derrière les murs. On dit la vache, c'est beau chez vous. Hein. On était impressionnés par ce que les bergers ils avaient bâti. Ces pierres, elles sont incroyables. Et on a analysé petit à petit comment tous ces murs avaient été bâtis. Et là, une photo de loin, c'est une combe tout à gauche de la maison. Si on marchait 500 mètres, on arriverait sur les rives du Lot.
cette façade est pratiquement plein sud. Et là, ici, ce qui se passe ici, c'est que, évidemment, quand on fait une piscine, il faut s'intéresser à tout, sauf à la piscine. Il faut s'intéresser à l'espace, sauf au bassin. Le bassin, c'est en dernier. C'est tout l'espace qui est autour. Ici, cette bâtisse avait été maltraitée. On voyait bien que le toit, ici, ils avaient maltraité. Là, il y avait des gens qui avaient... En fait, il y avait un mec étrange qui avait décidé de bâtir ce truc-là pour coincer des poules dans un poulailler, ici. Il avait abattu le mur pour ménager le paysage aux poules. Donc nous, on a proposé de détruire ça et de reprendre ce mur ici avec un maçon qui était bon et de défier le maçon en disant il va falloir que tu continues un mur qu'un vandale a détruit il y a un siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des appareillages. Bon, dans le Lot, les appareillages comme ça, il y en a partout. Il y en a. Ça, c'est la coupe qui parle un petit peu de ça. Donc la coupe originale là-haut, vous voyez l'appentis ici qui est là, puis on le détruit. Et puis ensuite, on va bâtir ici. Alors, on le détruit, puis on refait ce mur ici, et on va plier un mur. Je vais en parler un petit peu plus. Et ça a fait naître une chose. Ça, c'est le plan donc avec le poulailler coincé, qui était un cul-de-sac. En fait, les gens rentraient dans cette espèce de jardin-bas, qui était devenu un jardin potager pendant le début du XXe siècle, et on monte quelques marches pour aller ici. Bon, nous, on s'apprêtait à détruire les arbres. On adore détruire les arbres, nous, parce que ça veut dire qu'on va bâtir. Et puis ensuite, ici, en détruisant ça, on a commencé à faire une chose, c'est à libérer tout simplement. D'abord, on a produit 3. Hein. Quand on a une façade avec 2, on n'est pas bien. Mais dès qu'il y en a 3, ça calme tout le monde. Hein. C'est une vieille histoire, ça fait longtemps que ça dure. Mais surtout, ça a fait une chose, c'est que ça a proposé une espèce de chemin de ronde. Et on a activé le thème du chemin de ronde. Il fallait mettre 2 marches pour niveler ici. En remontant le mur, les filles pouvaient bronzer toutes nues sans qu'on voit leur poitrine ici. Et en redescendant, les garçons pouvaient jouer batifolés dans l'eau. Et là, ici, on a bâti une treille avec de la vigne. On est à Cahors, donc il faut boire du pinard. Il fallait bâtir un poulard, c'était imposé parce que les toilettes étaient loin. Un poulard, c'est avec un local technique, vous voyez là, ici, dans le plan. Et puis, l'idée de dessiner avec une stratification de sol. La taille du bassin est venue, en fait, progressivement, même si je trouve ces proportions pas très heureuses. Très difficile de trouver la proportion des choses au sol, je trouve très difficile. Il est venu prendre une place un peu... là, sur ce dessin, il n'est pas bon. Et puis, l'idée est venue de mettre de couvrir, de faire de l'ombre ici avec une ombrière et de la faire en bois et en acier. Je regrette un peu, mais parce que le bois, il faut le changer tous les 3 ans quand vous faites ça, tout le monde le sait. Mais c'était un compromis un peu ambigu qui a fait que on a bâti une ombrière et posé 3 pièces métalliques qui ont été livrées directement sur le chantier pour les poser sur 3 murs. Il a fallu longtemps pour savoir comment on allait bâtir ces murs. Et puis, on proposait de planter les arbres, là, mais les filles ont gagné, elles voulaient bronzer au soleil. Ici, il y a un petit portillon, et on a rebâti cet escalier, et on a fait une chose qui est moderne, qui n'est pas du tout, je dirais, d'imitation, c'est qu'ayant rebâti ce mur, on l'a plié. Nous, on plie les murs pour faire de l'espace. Eux, les pauvres paysans, ils bâtissaient les murs pour retenir le sol. Nous, on est riches. On n'avait jamais s'était demandé comment les engins pourraient rentrer sur le site. Ils ont envoyé un tas de comme ça, et ils sont montés sur le muret sans toucher une seule pierre sèche. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont envoyé 35 tonnes là-dessus, puis ça bougeait. Ça, c'était là, ils sont en train de fabriquer le mur. Vous voyez les pierres nouvelles ici. Et ça, le résidu on refait le toit. La coupe qui parle un peu de ça. Les proportions sont mauvaises, je les trouve mauvaises aujourd'hui, mais ce qui nous intéressait, c'est que, en fait, on était pincé le budget parce que je pense que ces murs pouvaient être en pierre. Les 3 murs, ce mur pouvait être en pierre. Mais finalement, il y avait une chose qui était importante, c'est comment est-ce qu'on va poser cette chose, comment on la pose en ayant l'air de ne voir rien soulever. Comment dire, les murs en pierre, ils retiennent, ils font face, mais ils ne se dressent pas. Les murs en pierre, ils n'ont pas d'énergie pour monter, ils ont une énergie horizontale, si je puis dire. Et donc, voilà, le résultat, c'était dans le dessin détaillé de cette plaque, ici, en magouillant pour la poser comme ça. On faisait un travail qui était assez simple, on proposait de l'ombre. Et vu d'en dessous, le maçon était tellement fier de refaire ce mur comme avant, qu'on l'a fait avec lui, on a établi une proportion. Et les murs, là, sont devenus en béton, vous voyez, avec des cales, pour laisser passer l'eau et l'air, avec un travail compliqué, enfin savant sur l'étanchéité, c'est comment poser les pièces d'acier sans que celles-ci fassent des moustaches, tachent de la rouille sur le béton. Bon, et puis c'était la première fois qu'on faisait un mur en béton, on était surexcités, on a bu du champagne au pied du mur, même si les banches étaient vraiment dégueulasses, quoi. Mais après, c'était une chose qui nous plaisait, c'était le fait que les murs se dresse, n'est-ce pas, qui n'ait pas de coiffe déjà, qui n'ait pas de couronnement,
Et avec un travail sur le nombre, le panotage de bois de contreplaqué marine verni derrière fournissait une arithmétique qui venait fixer les choses. Avec la géométrie, on arrivait à tenir les choses convenablement, même si les murs avaient l'air toujours un petit peu arrogants. Donc voici des vues du sol fini depuis le Poulas. On allait donc, vous voyez, c'était pour que vous compreniez. Voilà, bon. Tout ça a l'air facile, mais c'est pas facile, non, c'est pas facile. Non, mais en tout cas, ça a l'air juste. Ça, c'est une surprise et un moment agréable parce que cette façade n'avait jamais été dessinée. Je pense qu'on avait fait parce que d'abord, on ne s'intéressait pas du tout à ce que regardaient les voisins. C'était un truc qui ne s'intéresse jamais. Et en fait, on l'a regardée de l'autre côté, on pensait qu'elle était déduite. Mais il y a plein de choses qu'on a apprises après et que voilà. Notamment le fait que les bergers bâtissent avec des murs en pente, et il ne faut pas les imiter. Et le fait que la bâtisse principale se trouvait être la seule perpendiculaire à la pente, donnait du sens à l'implantation du Poulas. J'ai oublié de dire au début que tout à fait au début, c'est la 3e implantation qui a gagné le suffrage du maître d'ouvrage. Parce qu'au début, on passait notre temps à mettre le Poulas et l'ombrière c'était très important, parallèles au mur de pierre. Et c'était une belle leçon d'aller chercher par le seul raisonnement, par la maquette et par l'étude, quelque chose qui était contraire à une intuition un peu décorative de notre part. J'aime cette photo, même si les murs ont l'air arrogants, non ? Ils sont un peu... Mais en vieillissant, ils se sont calmés, les champignons les ont aidés un peu. Mais bon, voilà. Et après, il y a un truc... Il manquerait la photo quand ça brûle, quand le soleil brûle, parce que quand le mur prend le soleil là-bas, les corps et les pierres peuvent continuer de cuire. Et surtout, le reflet de l'eau compense un peu la mauvaise proportion du Poulas, qui était issu des banches que l'autre avait acheté à un copain qui l'avait amené un dimanche matin sur un camion. Donc, il nous a imposé le format de tout ça. Non ? Et il y a un truc désagréable là, mais après ça s'est calmé, c'est quand on dessine une treille avec un fer à souder à la main. C'est un truc on n'a pas beaucoup d'argent pour faire ça. On a un peu l'impression qu'il y a le TER qui arrive au bord du terrain, mais à la fin, c'est une impression de la photo. Je persiste. Un projet qui est une épreuve, encore une épreuve, non ? On apprend en faisant. C'est un bourg dans le Lot. Avec, on comprend très de suite comment marche ce bourg. Une église fortifiée ici, dont on faisait le tour jadis comme ça. Ici, là, il y a la pharmacie, le dépôt de pain, il y a des rondelles autour qu'on ne voit pas. Ce qu'on a grisé exprès, là, c'est pour vous expliquer une chose, c'est que le programme, c'était une maison de santé. Et évidemment, les architectes arrivent toujours trop tard. Quand on vous demande de construire, on a choisi le terrain, il n'y a personne qui a réfléchi à ces choses-là. Ici, là, c'est la maison de retraite. Alors on dit, c'est normal de mettre une retraite. Alors que ce terrain était bien mieux pour nous, parce qu'il nous aidait à fabriquer une limite du village, mais il y avait le cimetière. Et les gens, ils se disent, non, on ne va pas faire une maison de santé à côté du cimetière. Alors que moi, je trouve que c'est formidable. Le mur de le cimetière était vraiment très beau. En plus, c'est un de mes ancêtres qui est enterré au milieu du cimetière. Ça me plaisait de me rapprocher de mon arrière-grand-oncle. Et puis ici, ils avaient déjà fait un crime complet. Il manque des courbes de niveau, c'est que le terrain descend vers le sud-ouest ici. Et quand on est sur ce terrain plat, c'est pratiquement plat, quand on regarde vers l'ouest, on plonge très très loin. Mais ils avaient déjà, bien sûr, partagé le gâteau de quelques propriétaires et envoyé 4 maisons de Schtroumpf sur la pente qui pétaient tout le paysage. Ici, il y avait le camping pour les gitans, au cas où. Ici, la piscine, avec la maison de la jeunesse, une vieille maison en pierre assez charmante qu'on avait abandonnée pour que les jeunes s'éclatent en taguant tous les murs et en jouant du baby-foot en bas. Et puis le parking ici, le seul accès, donc il fallait arriver sur cette placette, et puis avec un cheminement ici, avec un parking existant, qui faisait qu'on pouvait faire un bâtiment public en mixant les parkings du piscine et ne produire aucun stationnement supplémentaire. Il a fallu construire ce projet-là pour un budget qui on était autour de 1 100 € hors taxe du mètre carré. Donc on construit moins cher que les maisons de Schtroumpf qui sont autour, avec cuisine comprise. Mais donc on a fait un travail pour essayer de comprendre sur le stationnement, comment le faire. Et ça, c'est le résultat du projet. Le prix était tellement bas. Il y avait une recommandation du programmiste qui avait dit « Ah, ce serait bien de mettre le projet au rez-de-chaussée et un demi-étage en plus. » Faire un ERP de 5e catégorie.
C'est payé, même l'escalier avec le trappe des enfumage, je crois qu'on n'y serait pas arrivé. Donc, et le sol était très bon, c'est-à-dire que la roche était affleurante à peine à moins 30 cm du décapage de la terre végétale. Et donc on pouvait penser à peu de frais bâtir un plancher zéro avec un dallage sur un sol de pierre. Et on devait en plus programmer gratuitement, bien sûr, une extension pour le futur. Au cas où les gitans s'en aillent, on aurait réaménagé un parking ici pour que peut-être le personnel soignant, les gens qui travaillent là, puissent rentrer dans la maison de santé. C'est un financement européen, ARS, département et tout ça. Bref, on est dans une impasse, mais ici, il y a quand même un petit chemin où les personnes âgées qui parviennent parfois à s'évader de l'EHPAD, avec un bip, on entendait biper, ils se barrent comme ça, ils vont en courant vers un peu de liberté, un peu de nature, un peu de bonheur. Et ils les rattrapent. Donc moi, j'ai jamais dénoncé une personne âgée qui s'en allait. Je la laissais partir pendant le chantier. Un jour, on en a accueilli un dans le chantier. C'était... Quelle misère, non ? Et vous comprenez, ça c'est la coupe de principe, c'est-à-dire que... Alors, on avait baptisé le projet Emmental, parce qu'il a des trous au milieu et des trous au bord aussi. C'était le patio, comme ça, Emmental, ou Gruyère, enfin, je ne sais pas, on n'a pas les mêmes références dans le nord de la France. C'est les trous au bord. Ça m'a toujours énervé, les trous qui sont au bord. Mais c'était le moyen de fabriquer le plus grand nombre de façades possibles, ici, pour éclairer une quantité abondante de mètres carrés à 1118 € du mètre carré hors taxe. Avec des variations sur le plafond, voilà, vous comprenez très bien de quoi il s'agit, non ? C'est une résistance. Et on avait proposé aussi, on avait fait ce dessin en s'inspirant du béton cyclopéen, des choses qui sont faites par Hervé Baudouin, vous voyez, des choses comme ça, vous connaissez tout ça, non ? Et il y a un architecte dans le Lot qui s'appelle Jean-Luc Ram qui fait des choses comme ça merveilleuses. Et moi, je voulais m'inspirer de ça, je voulais prendre cette science et essayer de trouver les artisans capables de faire ça. Et quand j'ai proposé ça au maître d'ouvrage, ils ont dit non, il y a assez de pierres dans le pays. Je pense qu'il était stressé qu'on dépasse les prix. J'ai appris plus tard que les coûts d'objectifs qu'ils nous avaient donnés avaient été baissés de 30% au conseil municipal par rapport à l'estimation véritable. Et donc on a fait ce plan dont je suis très très fier parce que c'est presque un supermarché, non, ou une station essence, c'est-à-dire que c'est bourré ratatam, ça a l'air comme ça, mais je suis allé voir tous les professionnels de santé, et j'ai fait vraiment de la participation. J'avais dit combien de tablettes, et combien de brosses à dents, et machin. On a presque dessiné gratos le cabinet du dentiste. Alors, le dentiste, c'est le plus riche de tous. Hein. Ça met une Volvo à 40 000 € à la place du siège pour faire ça. Et on a travaillé d'abord pour les patients. Moi, je suis un grand hypochondriaque. Chaque fois que je vais chez médecin, je pense que je vais mourir. Et donc, j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui attendent dans des trous à rats avec des livres sales et des revues dégueulasses, dans des lumières de merde avec des jouets pour enfants qui sont pourris. Donc, ça, on a fait un travail, c'est qu'on a dit, on a mis des éclairages zénithaux dans les salles d'attente et on a lutté pour que les surfaces utiles de tous ces gens-là qui voulaient simplement payer le loyer le moins cher possible. C'était leur objectif numéro 1, c'est que le loyer soit le plus bas possible. Même, il a fallu insister pour mettre des éclairages zénithaux au-dessus du corps du patient pour que le médecin généraliste touche le corps, non, examine le corps. Non, c'est même ça, non, ils pouvaient s'en passer avec un bon luminaire, ils pensaient que c'était bien aussi. Et puis en plus, il y avait un architecte des bâtiments de France qui s'en est mêlé. Évidemment, nous étions obsédés par l'idée de fabriquer cette transparence ici. Et naturellement, nous pensions que la porte d'entrée se trouvait ici, avec un cheminement en béton balayé ici. Et puis, non, mais l'architecte des bâtiments de France a dit non, il faut que l'entrée soit au milieu parce que c'est un bâtiment public. Alors là, il faut dire touchez ma bosse, monseigneur. Et il faut être docile et on a donc mis une entrée au milieu. Moi, personnellement, je pense que c'est pas très bien, mais surtout que moi, j'ai raté le Porsche. On m'a demandé à moi de choisir la couleur. Et il ne faut jamais me demander à moi de choisir une couleur, je suis nul avec les couleurs. J'ai choisi un gris qui se bleute tout seul, je ne sais pas pourquoi, les matins du mois de mai. Donc, il est vraiment pas bien, quoi. Et ici, le travail, vous savez, dans un bâtiment comme ça, aussi modeste soit-il, c'est que le plus grand espace, c'est la circulation. Donc c'est un espace sur lequel on a porté beaucoup de soin parce qu'on savait qu'on ne pourrait même pas faire une photographie chez les Schtroumpfs. Mais on a fait quand même un travail honnête, que je vais vous montrer plus en détail peut-être sur un plan. Non, alors ça c'est... Oui, parce qu'une fois qu'on nous a dit « tu ne vas pas mettre de la pierre, il y a assez de pierre dans le pays », alors on était un peu embarrassés, on a dessiné une façade et on s'est dit « bon voilà, on n'a pas le matériau, qu'il n'y a pas le matériau, il faut être très très fort sur la géométrie », on a convoqué Modulor.
Et on a dessiné des rectangles d'or et des carrés partout. Et on s'est dit, il ne faut pas qu'il y ait un putain de joint qui traverse ça. Et on a décidé de faire une préfabrication et des éléments de bilame qui sont posés sur pied toute hauteur. Et ce sont des éléments qui peuvent être posés au sol, sans joint, qui sont assez commodes à mettre en place. Et donc, avec quelques magouilles, non, avec des éléments de bois et de béton, ça c'est une façade nord, on a réussi à, je dirais, enfin réussi, on a atteint un objectif, au moins celui d'avoir de la mesure, non, un peu de dignité. Je dis ça parce qu'il y a Karim là qui... C'est pas lui qui ronfle, pas lui. Donc ça c'est un plan, vous voyez, c'est presque un supermarché. C'est un plan essentiel et fondamental parce que la plus grande surface d'un bâtiment comme celui-ci, c'est le plafond. Et le plafond, même les infirmières ne vont pas mettre des calendriers avec des chiens. Vous savez, tous ces gens-là communiquent beaucoup dans les salles d'attente. Ils ont l'art de tapisser la totalité de ce que vous avez libéré d'informations inutiles. Et puis, donc on s'est dit, on s'est bagarré sur le plafond en ayant deux valeurs de plafond, la valeur basse qui est un peu trop basse, un peu écrasante, et la valeur haute. Et ça, c'est juste un travail sur le calpinage de tous les plaques de plafond acoustiques. On a menti comme des arracheurs de dents pour avoir moins d'éclairage que ce que la loi nous oblige en France de faire, en magouillant sur le taux d'éclairage par mètre carré qui est imposé dans les ERP, parce qu'on savait que les lumières naturelles des lumitubes que l'on mettait dans les salles d'attente seraient... D'ailleurs, il y a des gens qui rentrent dans la salle d'attente et qui éteignent la lumière alors qu'elle est éteinte, et ils croient que c'est une lumière naturelle qui arrive du plafond. Et même les trappes d'accès, bon, je vous passe tout ce travail. Si on faisait tous les supermarchés comme ça, ce serait pas mal peut-être. Donc, vous avez compris le principe de la coupe, d'une coupe. La façade régulée. Ah, on nous a quand même autorisé, parce qu'on trouvait que la façade noble en béton, c'était pas bien quand même. Donc là, du coup, il fallait mettre un peu de pierre, mais plaquée, celle-ci. Donc, je la trouve pas très belle, la pierre, donc on s'est battu comme des chiens pour faire un travail dans les angles. Et je voudrais dire une chose, moi, je ne sais pas faire un angle. Je trouve que la question de l'angle, c'est la question de l'espace extérieur, je la trouve très très difficile et je pourrais vous écrire un livre entier là-dessus. Mais c'est pas vrai, je fais croire, mais je me dis que je pourrais, mais c'est tellement difficile d'écrire. Et donc, et ça c'est la façade arrière, celle qui attend l'extension, celle-ci elle pouvait être en bois. Naturellement, la porte s'est mise au centre au cas où l'architecte des bâtiments de France a quelque chose à dire. Mais étrangement, la proportion était plus heureuse. J'ai même essayé au dernier moment, j'ai convoqué des associations Biobab, du Lot. J'ai demandé aux étudiants de l'école s'ils seraient d'accord pour venir bâtir un mur de soutènement sous ma conduite en pierre sèche. Moi, grand expert de murs en pierre sèche, parce que je bâtis des murs en pierre sèche le week-end chez moi dans le Lot, ici, de bâtir ce muret de soutènement pour faire l'entablement. Mais là, il a dit non, il y a trop de pierres dans le pays. Alors, on a choisi un élément béton préfabriqué qui est acceptable. Non. C'est un dessin qui est presque ironique, il est presque triste, non, mais c'est parce que... Un jour, il y a un monsieur je l'étais sur le chantier, qui est arrivé comme ça, il était vraiment perdu. Il m'a demandé où était l'entrée. Je me suis dit que c'était la BF qui s'était trompée. Et on avait même demandé le sol ici, vous savez, c'est-à-dire que pour retenir le sol, je continuais à vouloir mettre de la pierre, et j'avais dessiné ça comme ça en disant on va être obligé, et je dis, de mettre un mur soutènement pour avoir un sol horizontal, sinon l'eau de ruissellement, j'ai raconté des histoires, et même ça, ils n'ont pas voulu. Donc ils ont volé un arbre chez un voisin, ils ont planté un arbre à la fin. Alors, au bureau, ils ont choisi de mettre cette photo et les coquelicots, mais c'est parce qu'elle est charmante, ça a l'air réussi, mais les couleurs, on les a photoshopées pour que vous les trouviez digestes, parce que là, il y a de l'ocre et du bleu qui se mélangent à cette pierre, c'est pas très beau. Mais c'est pour vous dire que c'est un travail de résistance, c'est un travail profond et sincère. J'ai même volé cette coiffe à Louis Kahn. On a exagéré, elle n'est pas assez exagérée, cette coiffe ici, pour éviter que l'eau ruisselle sur cette pierre qui est juste un parement. On était en train de protéger avec une coiffe saillante, un parement, quoi. Mais c'était l'ombre portée qui faisait ce travail. Et de l'autre côté, pareil, en tripatouillant, en faisant simplement avec une pièce d'acier et en agissant sur les bilames, en faisant saillir simplement qu'une lame. Je précise, ce n'est pas des bilames isolants, hein, l'isolation était rapportée. On est juste avant la règlement thermique. Et donc, tout le monde était au chômage, c'était la crise 1910. Dès qu'on appelait un ingénieur, il répondait immédiatement, il travaillait, c'était agréable. Et il y avait un technicien, un ingénieur qui était vraiment un type assez brillant, qui avait atterri salarié de cette boîte à bilam.
et qui avait fait un travail très conséquent. On avait passé des heures à vérifier les plans d'exé avec lui et avoir un bonheur d'apprentissage avec lui sur ce procédé que j'ignorais, qui était très agréable. Je précise aussi, ça c'est des gags de la société française, c'était donc 2010, oui. C'était le siècle, c'était avant quoi. Il y avait l'entreprise qui avait signé le marché pour la menuiserie extérieure bois était en redressement judiciaire. Donc si elle échouait là, si elle n'avait pas, elle allait au trou. Et donc les gars étaient dans un état de stress et d'angoisse. Et je dis pas qu'on s'en est servi un peu parce qu'on l'aura jamais mis. Non, on l'aura jamais. Non, ça c'est un truc de Parisien. On leur a jamais mis la tête sous l'eau. C'était des menuisiers sincères. Mais le fait qu'on soit arrivé avec des plans d'exé dessinés au dixième, des détails moitié, grandeur, avec tout ce qu'on savait, parce que j'avais déjà eu une expérience avec du bois comme ça. Alors que je trouve que, eh bien, ils ont travaillé avec un enthousiasme incroyable. C'était un moment intéressant. Et ces gens-là se sont sortis le cul des ronces grâce à ce chantier. Bon, une photo Zazou. Ce que la nature fait, l'homme ne peut pas le faire. Non. Et ce que l'homme fait, la nature ne peut pas le faire. Donc là, c'était la salle du personnel. C'est devenu, derrière ça, c'est le dernier trou au bord, non, de la dernière cour qui est destinée à la pause café. Alors, quelques photos de l'intérieur. Alors là, on a travaillé comme des malades, mais vraiment comme des malades. Ça, c'est la baie vitrée que vous voyez à gauche. Si on était rentré là où on avait voulu, on aurait vu cette vue-là. Mais ça aurait permis de voir dans une façade nord intérieure, si je puis dire, c'est-à-dire sans lumière derrière elle. On savait, parce qu'on a beaucoup étudié les matériaux, c'est que celle-ci se réfléchirait la lumière des cours. Et à droite, vous avez un patio, un aménagement gratuitement fait pour les médecins généralistes, avec du mélamine aigri à 3 francs 50. Les plaintes, les champs plats, tout est dessiné avec soin. Et là, les salles d'attente pour les pauvres gens comme moi qui attendent leur tour. On se fait des sourires amicaux. Allez, vas-y, à toi, vas-y. Et il y a on se prend pour Miss Fandero, non, on fait des détails en bois, les mêmes que Miss il a fait en acier, on lui vole, on les fait en bois avec une simple glace et un bout de plastique collé dessus. À cause de l'exigence de l'intimité, il est même déconseillé de savoir dans le village qui c'est qui va chez le dentiste et chez l'ophtalmo. Hein. Et c'est mon premier plan libre, c'est la première fois que j'ai réussi à sortir un poteau d'une cloison, et pour que ce soit sa lumière et l'éclairage zénital qui l'accompagne. Des vues de transparence à travers les cours. Elles ne sont pas en PVC, on les a faites en aluminium avec un travail soigné sur les plaintes, sur l'éclairage. Après, le reste, c'est la réflexion sur la transparence. La chance qu'on avait, c'était que les cours, le sol était très drainant, c'est-à-dire qu'on avait, pour canaliser l'eau de pluie dans les cours, il suffisait de mettre simplement, de faire un trou dans la roche, et en étudiant, en envoyant des grands débits de roche, avec un peu de géotextile, on pouvait évacuer toute l'eau. Bon voilà, là il y a un miracle de la photographie, il y a une arnaque, c'est qu'il y a une vraie arête ici, non ? C'est le reflet dans l'acier thermolaqué qui nous fait croire que le ciel se prolonge sur le côté. Voilà, c'est un travail sincère. Voici un autre projet, un très douloureux exercice, très difficile. C'est un moment difficile pour nous, bureau, parce qu'on se séparait avec mon associé de façon très douloureuse. Et ça, c'est un siège pour enfants, c'est un centre d'accueil de jour pour enfants handicapés. Et j'ai donc dirigé la totalité du chantier qui a été très long et très difficile parce que la prescription du bureau d'études structure sur le sol avait été pas très très bien faite, en tous les cas en fonction du rapport d'études de sol. Il avait tenté de passer en force sur un procédé. On a été amené à faire des forages supplémentaires parce que, et on aurait dû réfléchir un petit peu plus tôt, ça s'appelle Terre Rouge dans la banlieue de Cahors. C'est là où on a mis les pauvres dans les années 50, au sortir de la guerre dans cette banlieue. Et il faut savoir qu'ici, il y avait une route importante qui attendait un futur pont pour que les pauvres puissent rejoindre plus facilement le centre-ville de Cahors. Et donc, au milieu de quelques maisons de Portugais, des maisons de 150 mètres carrés chacune, ou 250 mètres carrés chacune, très grosses, on devait construire un bâtiment sur une parcelle ici, qui était, je dirais, un petit peu grand par rapport au tissu, mais on a fait un travail sur l'échelle que vous allez peut-être entrevoir. Donc la parcelle elle est en équerre. Je pense qu'il lâche, ouais.
pense qu'il entre. Ici, c'est donc, on doit rentrer par le nord ici, ça c'est le chemin, on rentre par là, et donc, si l'on voulait, assez facilement, assez logiquement, on a implanté un bâtiment avec une façade sud, une façade nord, un jardin au sud, en anticipant le fait que les enfants soient le plus livrés au sud, hein, et le sol vers le sud, le stationnement qui se fait là pour les visiteurs. C'est un centre d'accueil de jour, c'est-à-dire que les enfants sont amenés le matin par les parents ou du personnel ad hoc, et le soir ils repartent. Et un moment très important, c'est le désharnachement des enfants polyhandicapés du siège arrière de la voiture qui doit se faire à l'abri de la pluie. Moi j'ai passé quelques temps avec ces gens, c'est des saints, c'est des gens incroyables. C'est un monde absolument bouleversant pour lequel je me suis un peu donné. Bon. Et là, au début du chantier, ici, il y avait un mec du conseil général qui couinait sur la fondation. Ça avait un petit peu bougé lors des forages. Oui, je voulais vous dire, on a lancé des forages dans le sol. On s'est rendu compte qu'on était non seulement sur un toit d'argile, il y avait 3,50 m d'argile, ça s'appelle terre rouge, et en dessous, un réseau karstique intense, c'est-à-dire qu'on était au-dessus de grottes, tout simplement, fluviales, d'eau, qui avait fabriqué des grottes pendant des millénaires. Et donc la règle, c'était de faire des forages, et tant qu'on n'avait pas traversé continuellement 2,50 m, il y a un DTU qui précise ça, aux 3 mètres de roche, eh ben, il faut forer. Ils ont perdu 50 mètres linéaires de tarières qui se sont baladés dans les grottes dessous. Et les gens ont porté plainte parce qu'on les polluait avec de la poussière. Il y avait un seul type qui travaillait. Moi, j'allais sur le chantier, comme ça, je regardais le mec qui faisait des trous, comme ça, et de la poussière. Et parfois, on jetait un caillou pour écouter le bruit du caillou qui ricochait dans les grottes dessous. Et on pensait qu'on allait faire notre premier bâtiment public comme ça. Mais quelle angoisse, quoi. Après, une fois qu'on a été rassuré, ça avait aussi, bien entendu, conditionné très précisément la composition du plan. Je vais essayer de le montrer un petit peu rapidement comme ça. C'est que le fait d'avoir à faire un niveau de sous-sol avec un parc de stationnement pour le personnel, plus tard, la demande qui était voilée, mais est arrivée plus tard, qu'il fallait mettre un bassin, une piscine chauffée intérieure pour le soin des enfants, pour le bain quotidien de certains enfants, organiser une sortie de secours grâce à une cour anglaise en cas d'incendie, on met en station, on sort les gens dans la cour, et donc on a raisonnablement, petit à petit, ça s'est fait petit à petit, un bâtiment très simple avec des éléments de programme, c'est que les gens qui sont pas sédentaires, les gens qui travaillent de temps en temps, qui ont des bureaux moins permanents, ils travaillent au nord, avec une petite fenêtre au nord pour travailler. Ici, je précise, il y a un éclairage zénital qui n'est pas dessiné ici, parce que ce bureau, c'est l'arrière du secrétariat, ça c'est l'accueil. 2 escaliers de secours encloisonnés, il manque des portes qui ne sont pas dessinées sur ce document. Ici, pour évacuer tout ce monde-là, une circulation, c'est très facile à comprendre. Là, il n'y avait pas l'architecte des bâtiments de France qui nous a dit de rentrer là. On en pensait qu'il fallait toujours rentrer ici face à une paroi vitrée. Et donc, les grandes salles qui sont en bas sont dédiées aux enfants polyhandicapés, dont le sol continuellement, ils doivent pouvoir ramper, marcher, faire des jeux avec du personnel. Le taux d'occupation, c'est 2 enfants pour 1 adulte. Le temps d'occupation du repas, ça c'est la salle à manger, la cuisine de préparation. La salle à manger, elle tourne pendant 3 heures. Il faut étalonner les heures du repas, avoir une surveillance. Et tout ça, ce sont des salles de bain pour laver les corps meurtris. C'est vraiment un endroit où il y a une vraie souffrance des enfants. Et quand on n'est pas habitué, c'est difficile. C'est difficile. Bon, la voiture qui est là pour désharnacher et faire le demi-tour, donc vous avez compris. J'ai une difficulté avec le pointeur. Je crois que j'ai oublié un document où je ne l'ai pas vu passer, pardon. C'est l'étage, oui, c'est l'étage. Bon, l'étage, ce sont des salles moins... ici, il y a là-haut des salles pour des enseignants occasionnels qui viennent faire un enseignement particulier ou en groupe au fond. D'autres salles spécialisées. Il y a juste des tablettes avec des menus ici. Ce que j'ai oublié de dire, c'est important, c'est que les murs porteurs sont parallèles à la façade, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un système de refend. La stratégie indiquait c'est avec des prédales que l'on franchissait comme ça. La plus grande portée que j'ai jamais franchie, 6,80 m ici, on ne la voit pas, elle est dans le plafond technique. Et ici, la plus grande salle et la plus belle,
c'est un milieu associatif, ça reçoit beaucoup d'argent du Conseil général. Il y a beaucoup d'enjeux politiques. C'est très compliqué, ces associations. Il y a des réseaux de personnes qui se chamaillent, qui se foutent sur la gueule. La présidente était fâchée avec le directeur, et donc on les a mis en face. Je trouve que c'était un moyen, avec l'éclairage génital qui éclaire le truc. Et grâce à cette infraction, je n'étais pas tout à fait d'accord de ce travail-là avec mes collaborateurs sur ça, mais il y avait une unanimité pour fabriquer cette baie, pour fabriquer cet événement singulier dans la façade nord. Je sais pas. Et l'autre chose aussi qu'on ne voit pas, je n'ai pas le plan, c'est que, donc ça c'est le plan de sous-sol, il y a donc la rampe d'accès qui, vous avez compris, qui arrive comme ça, c'est un plan de parking avec des locaux techniques, des poteaux qui ne sont pas très bien placés, mais on était dans l'économie de la reprise des poutres principales, donc qui sont donc parallèles à la longueur, qui sont dans la longueur, le bassin d'eau qui se trouve ici, avec un escalier continuellement sur le grand côté, pour descendre, les accompagnants descendre pieds nus, enfin, dans l'eau très très tiède, avec dans le plafond suspendu un harnais pour que les enfants soient, après avoir déshabillé dans l'intimité, harnachés et plongés délicatement dans l'eau. C'est un moment de bonheur total pour eux, extraordinaire. Ils ont droit à la lumière de la cour anglaise. Bon, bref, c'est la chose la plus technique que j'ai jamais faite de ma vie. Il fallait envoyer de l'air chaud. C'est comme une bagnole, il faut envoyer de l'air chaud sur le vitrage. Enfin, c'est invraisemblable. En plus de ça, comment dire, l'obligation d'installer l'ouvrage qui est là, cet ouvrage-là, devait être forcément en escalier à cause de règles précises sur le calcul des murs de soutènement pour soutenir les terres du voisin. C'est long à expliquer, je ne me souviens pas de tout, mais le résultat, c'est qu'on ne pouvait pas se fonder là où on voulait le faire. On a été obligé de faire une cour en escalier, et ça nous a donné un thème majeur et très intéressant pour faire un espace qui est devenu un espace singulier, surtout l'été. Donc voilà les coupes. Donc, pareil, on pensait, il y avait 2 entreprises capables de bâtir avec du béton comme ça dans le pays. On pensait qu'on arriverait à avoir un béton correct, et donc on était un peu obsédés. C'est des trucs de jeunesse, c'est des concepts qui traînent dans les écoles comme vérité constructive, un concept atroce, qui suppose qu'on va monter la matière brute. Et donc, mais on était quand même intéressés à éclairer zénitalement les éléments de béton, et à faire le reste parce que la fête à la peinture est arrivée. C'est pour ça que vous ne verrez que des photos noir et blanc, parce qu'à un moment, il a fallu comment dire, lâcher des choses, non? Parce qu'à un moment, ils n'en peuvent plus, les gens des architectes. À un moment, ils voulaient choisir un jaune parce que c'est gai, alors que nous, on faisait que des choses noires, blanches et grises. Enfin, on était vraiment tristes. On arrivait de Toulouse, c'est-à-dire de la ville. Là-bas, un mec de Cahors, quand il veut t'insulter, il te dit que tu viens de Montauban. Ça veut dire que c'est déjà atroce. Quand tu dois avouer que tu es toulousain, c'est carrément... tu peux même pas le dire. Donc la façade nord qu'on a dessinée avec tendresse, mais bon, je suis pas à l'aise avec ces petits jeux savants corrects et magnifiques de trucs qui se décalent, mais bon. Le travail, moi, qui m'intéressait, c'était la baie, la fenêtre, comme ça, c'était tout en laissant les baies intérieures. Ici, c'est de la technologie, ils exigeaient du volet roulant. Notez que les isolations datent de l'an 2000, ça a multiplié par 2 aujourd'hui. Et ça, c'est un bardage atroce qui est utilisé. Il est coupé comme ça parce que les mecs qui fabriquent ça avec des machines pour couper dans le Douglas français, là, ils coupent ça dans des machines comme ça pour imiter le bardage. Donc, et pour ruisseler sous l'eau de pluie, ils l'inclinent pour le poser horizontalement. Mais moi, j'ai toujours pensé que jamais il fallait mettre le bois horizontalement dans une façade. C'est pas possible, surtout l'oublier comme ça, il ne faut pas faire ça. Donc on l'a mis verticalement, on a mis 4 heures à savoir dans quel sens on le mettait, droite ou gauche. Et puis c'est moi qui ai gagné. On dirait du Blanche Gardin. Bon, en tout cas, ici, là, vous voyez une vue charmante et agitée. J'ai oublié de le dire. On avait le 3e étage, parce que, en fait, j'ai oublié de dire sur la coupe, d'ailleurs c'est essentiel, quand on a fait le dessin, ça devrait être un sujet dans une école d'architecture, quand on fait l'élévation, le pignon d'une coupe qui parfois fonctionne, quand on dessine le pignon, on a toujours un moment d'angoisse. Et le fait d'avoir à envoyer une chaudière gaz qui était demandée, une VMC double flux, c'est les casseroles immondes qu'il fallait mettre là-haut sur le toit, on a proposé simplement de
d'augmenter une partie seulement du bâtiment. La façade nord, elle s'est augmentée dans son épaisseur pour localiser toute la technique. Là-bas, on ne le voit pas, il est caché là-bas, mais là, il y a, pour y briller au soleil, le délicieux tuyau en acier galva qui aspire dans une casserole, que heureusement, grâce à ça, on ne l'entend pas de nulle part. C'était quand même très luxueux à cette époque-là de pouvoir continuer d'habiller d'un bardage évidemment non isolé une zone froide, vous comprenez, on est en train de faire un masque là, mais ça a servi la cause, vous voyez la façade est belle. Ça c'est une photo, c'est fini, d'abord il y a une extension à ça, mais c'est fait à 7h du matin, 21 juin, c'est au nord, donc, donc le soleil est là, on a attendu le soleil toute une nuit, non c'est pas vrai, mais... Pardon, et pour que vous ayez une fois la couleur quand même, ça ressemble à ça, maintenant c'est probablement tout gris. Et comme vous comprenez, alors il y a une chose importante aussi, c'est que l'entreprise était très compétente, les gens se sont jetés dans un travail, ils ont, comment dire, derrière ce pignon, vous avez compris qu'il y a l'escalier de secours qui se trouve ici, et là-haut la chaudière gaz, vous voyez la prise d'air frais. Ici, là, ce mur qui fait 9 mètres et quelques de haut, et on leur a jeté le défi, on a demandé, mais est-ce que vous êtes capable de couler ce mur one shot? Ils ont dit oui. Il faut supposer qu'il se fasse 35 cm d'épaisseur, parce que pour envoyer les aiguilles vibrantes sur 9 mètres, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont dû envoyer un mec tout petit pour les vibrer au fond. Ils ont dû le noyer, je ne sais pas comment ils ont fait. Et par contre, ils ont vraiment déconné après sur l'autre petit mur, parce que, alors ça j'aime bien ce dessin, parce que vous comprenez que depuis la cour, le lien à nouveau avec le territoire, l'échelle avec les maisons voisines, la cour anglaise, où il y avait qui abrite donc la sortie de secours, sécurité incendie du sous-sol. Et là, le travail dans la cour que je n'ai pas commenté tout à l'heure, c'était cette obsession, c'est quand on fait un bâtiment rez-de-chaussée plus 1, à peu près équivalent, c'est très difficile de continuer d'avoir le 1, même si celui-ci est en creux, le 1 qui forme le socle, même si celui-ci est en creux, depuis que Le Corbusier a fait la ville à Savoie, on peut faire le 1 en creux, on a le droit, c'est fini maintenant. Et puis ensuite, avec les éléments de bardage verticaux, se protéger du soleil du sud-ouest, et ça marchait plutôt bien. Et ensuite, il y a un effort assez considérable, parce qu'il a fallu, vous peut-être à Paris, vous devez faire ça tous les lundis matins, mais nous, envoyer une acrotère comme ça, avec un porte-à-faux de 80 cm, uniquement pour produire cette zone d'ombre, et peindre en noir le fond là-bas, parce que celui-ci ne prenait pas le soleil. Ça a été un travail qui est venu par le dessin, et donc, je trouve satisfaisant du point de vue de la composition. Disons que le bâtiment touche bien le ciel, c'est ça que je veux dire. C'est ça qu'il faut toujours faire, non ? Bien toucher le ciel. Voilà, avec les décalages et la lumière qui se trouve de l'autre côté. Voilà. Alors à l'intérieur, là-haut, en partie haute, on avait la chance, c'est que le Portugais qui habite la maison du fond, je dis un Portugais parce que c'était des mecs, ils avaient des grosses maisons et c'était une blague, là, c'était une blague raciste sur les Portugais qui se faisaient dans le Lot là-bas. C'était parce qu'il y avait des très grosses maisons du Portugais. Il y avait il avait un merveilleux marronnier et il nous a servi, donc on cadrait ce marronnier dans le contre-jour. Et donc ça c'était en bas, les rangements, en bas pour les enfants. Il y avait un sol souple. Alors il est jaune, je vous jure qu'il est jaune. Il est même ocre presque, vous voyez ? Moutarde, je dirais. Vous ne le verrez pas. Alors ça, c'est depuis la cour anglaise, avec un vis du photographe qui a fait régner l'ombre portée par l'élément en perspective du mur de refend. Et là, il y a une chose heureuse, c'est que parfois, le soleil, il y avait des reflets de la tôle là-bas, quand elle chauffait à 60 degrés, là, qui allaient briller dans le béton, ça faisait des choses jolies. Ah, et donc là, vous comprenez, la cour anglaise en bas, et là, depuis l'étage, ce que l'on voit quand on regarde la cour anglaise. Ce qui est bien dans ce travail de la cour, c'est qu'elle marche vraiment bien l'été, et ils ont fait plein de jeux. Parfois, quand les enfants, ils arrivaient plusieurs enfants, ils les faisaient sécher dans des serviettes, ils chantaient en bas. J'ai assisté à des moments de grâce entre le bassin et ça, c'était vraiment, vraiment charmant. Et depuis l'intérieur. Alors il faut le savoir, ça, j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi le carrelage là, la faïence. Elle est bleue outre-mer. Donc on a choisi cette photo. Alors un bon souvenir, une maison, un paysage absolument sublime, vraiment un paysage, c'est rare, on vous dit.
Vous avez compris, la maison, elle est là sur le plan de situation en rouge, avec un paysage comme ça. Il y a des fois, vous entendez gratter les sangliers sans les voir. Il y a des orchidées sauvages. C'est un monde, vraiment, on est au bord d'un parc naturel et dans un terrain constructible qu'avait acheté un industriel belge qui fabriquait des boîtes en plastique. Il était très sympathique, c'était quelqu'un... Il était intelligent, rationnel. Ça, c'est donc ces documents pour vous montrer d'une part, ce qu'était avant qu'on arrive. Ça, c'était ce que vous voyez là ici, ce qu'on appelle des cairous dans le Lot. Ce sont des ouvrages de pierre. On appelle des cairous. Les gens, il y a ça dans toute l'Europe. Vous savez, les gens bâtissaient les pierres, rangeaient les pierres en dressant des murs bahus immenses qui vont parfois jusqu'à 5 mètres d'épaisseur. Et quand Napoléon est arrivé, qu'il a fait le cadastre, il y a certains murs qui n'étaient pas référencés, qui n'étaient pas cadastrés. Et ici, cette parcelle appartenait à personne, c'est un mur. Et en fait, ceci fait 2 mètres d'épaisseur parce que certains bergers qui arrivaient par le nord ici, ils devaient marcher sur le mur qu'il avait fait avec son copain pour aller atteindre son troupeau qui était plus au sud. Plus tard, quand le vin autour de Cahors a turbiné plein pot, en faisant pas mal de piquettes au début du XXe siècle, ici, celui-ci, l'agriculteur avait ça, il avait simplement remblayé davantage pour orienter ses pieds de vigne vers le sud, ici, et ce qui explique ce mouvement de terre, ici que vous voyez là sur ce dessin qui n'a pas les pierres, il avait remblayé tout ça, c'était un remblai supplémentaire, il avait en cela détourné un chemin très ancien qui menait dans un point stratégique ici où règne un chêne majestueux, un arbre merveilleux, où de belles choses ont dû se passer sous cet arbre. Il y a même un cairou effondré, une ruine, et probablement le berger ici travaillait. Et ce qui est très important, c'est que quand on est près des murs, les murs font entre 1,50 et 2 mètres de haut, mais un lotois en 1800, ça mesure 1,13 m. En 1940, mesure 1,40 m à peu près. Là. Et donc, ils ne voyaient pas l'horizon, l'espace était tenu par les murs comme ça. Et c'est en arrivant un jour sur le site qu'on s'est dit, et c'était aussi peut-être parce qu'on venait de passer une période où on faisait que des maisons de plein pied, il y avait une espèce de... C'était une conjonction... on a eu l'idée qui est venue simplement en montant sur le mur, on s'est dit, mais là, il faut... Si on arrive à convaincre le client de mettre le piano nobile et de mettre l'étage en l'air, on va ouvrir l'horizon, en ouvrant l'horizon, en passant par-dessus la ligne d'horizon des bergers. C'est-à-dire que les cairous devenaient... Bah non, bon. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on redoute, vous savez, quand on fait des maisons individuelles, il faut d'abord dessiner le jardin. Lio Galfetti m'a dit ça. Tu commences par une maison, je vous raconterai l'histoire une autre fois. Il dit, commence par le jardin. C'est un grand maître qui lui avait appris ça à lui. Et donc, ici, là, sur l'arrière, un peu plus haut, donc la combe descend comme ça, on arrivait avec le chemin comme ça. Maintenant, il y a 2 maisons de Schtroumpf qui sont là, ici, à Cœurjoie. Et on s'est dit, bon, on va faire le Parthénon, tranquille. Quand on arrive au puits du Parthénon, le Parthénon, il regarde ailleurs. On trouvait que c'était un truc qui marchait. Gaudet, il a expliqué ça assez bien. On a fait des études d'architecture. Et donc, l'idée que cette maison pourrait se dresser sur rez-de-chaussée plus piano nobile, rez-de-jardin piano nobile, et regarde au-delà de nous, par-delà nous. Et puis, évidemment, on a pensé à une maison qu'on était en train d'étudier avec les étudiants de l'école d'architecture. On était en train d'étudier, on va souvent dans le Tessin, la maison de elle est là, la Casa Bianchi de Mario Botta. Et cette maison, il l'a complètement ratée, Mario. Non, c'est pas vrai. Elle est magnifique, non? On a réussi à rentrer une fois. C'est un triplex. Mais il s'était raconté une histoire, parce qu'il est à moitié fou, hein, sur une muraille. Il mettait une maison ici au bord du village. Il a dit, je vais faire la muraille. Il est fou. Il fait une maison et il va faire les remparts. Donc il dessine une maison, il décide qu'elle fait 3 niveaux parce que c'était intéressant dans le paysage de regarder plus loin. Et puis il invente une histoire merveilleuse pour rendre cette maison traversante par le bas et organiser une loggia incroyable avec un effort structurel sur cette poutre qui est conséquent. Et puis à l'époque, il utilisait les matones, là, ces petits parpaings colorés qui ont fait le succès. Cette maison, moi quand j'étais petit, elle a habité toutes nos études. Non, je appartiens à cette génération où Mario Botta était une star mondiale quand même. Et puis Mario Botta, c'est un très très bon architecte. Hein. Moi je défends. Hein. Mes copains tessinois, ils vont me casser la gueule, mais c'est pas grave. Alors, on s'est lancé dans un plan, mais on a fait le plan avec une vitesse incroyable. Ça, c'était un moment projectuel rare. C'est très rare, ça arrive parfois. Ça doit arriver peut-être une fois d'ailleurs. On fait le projet en quelques minutes. J'exagère, mais on a trouvé l'idée du projet très simple en disant, je vais revenir, excusez-moi, je vais faire ça. C'est que, j'ai oublié de dire, c'est que voilà, plaçant la maison là, on a dit on va lui faire un œil unique
comme celle de Mario Botta, et le chemin, quand le berger arrivera, le berger virtuel qui arrive ici, il traverse la maison, il pourra aller se coucher sous l'arbre. Derrière, il mettra la piscine gonflable, les jeux pour enfants, le trampoline, et on lui interdira de mettre quoi que ce soit sur le sud. Il devra laisser la nature absolument libre. Il l'a presque fait. La première chose qu'il a fait quand il est arrivé, il a planté un olivier qu'il avait volé à la frontière espagnole. Vous savez, ces oliviers que les mecs transportent qui coûtent 95 € au pas de la case. Bon. Et donc, mais on a quand même trouvé que Mario Botta, il avait quand même, lui, c'est faire des angles. Moi, non. Moi, je ne sais pas faire un angle. Alors, on a fait ça, mais on l'a fait, mais presque pour rire, non? Et au début, le premier dessin était que, donc ça c'est le plan du piano nobile, l'étage noble, avec une loggia. Le vitrage se trouvait loin du soleil, mais celui-ci prend cher au couchant. Mais la maison est extrêmement vitrée sur ses trois faces. La loggia, là vous avez une faille, donc une double hauteur extérieure que l'on pouvait traverser par le chemin comme ça. Là, le mur soutènement a été changé plusieurs fois, je ne suis pas très, très d'accord. Moi, je ne sais pas faire rentrant, saillant, je ne sais pas faire ça. Et donc, on monte, et là, du coup, tout ça pour mettre à 9 ou 10 hauteurs, je pense, 9 hauteurs de marche, une toise, comme nous a appris Alberti, la ligne d'horizon. Quand le manant arrive, ici, par le bas, il se met là, « Bonjour, puis-je rentrer ?» Il faut que le manant ait sa ligne d'horizon dans le pied du maître. Et donc, le maître est ici, il dit « Vas-y, monte une fois », parce qu'il est belge. Donc, il le fait monter comme ça. Il ouvre un châssis à galandage, et au châssis nord, ici, on peut ouvrir comme il faut, pardon. On n'a jamais bâti cette cheminée, je le regrette, parce que cette cheminée, elle était inspirée par un gratte-ciel new-yorkais. Il y a un gratte-ciel à Manhattan, il est triangulaire. Et de loin, il a donc 1,50 m d'épaisseur. Et ici, parce que quand on était dans le centre de la maison, on aurait regardé juste un plan vertical, sans jamais percevoir son épaisseur, avec le feu dedans. Sachant qu'à la sortie, on a fait ce mur touche. Pardon, aucun de ces trois murs touche. Vous allez comprendre un petit à petit. Donc, ce n'est pas tout à fait le même escalier que la Bianchi. On a fait une faute, c'est qu'on a continué, on a obéi au client, on lui a laissé son frigo alors qu'il fallait faire un frigo bas. Il fallait qu'il n'y ait absolument aucun obstacle dans cette transparence pour pouvoir contempler les chevreuils. Et c'était mon premier signe de croix. Le couvent de la Tourette, sans doute, je ne sais pas. Ça, c'est l'étage en bas où chambre des parents. Alors, comprenez, on arrive ici, on gare sa voiture à l'ombre, une ou deux, ça c'est le fatras, parce que les maisons modernes qui n'ont pas de toit, elles n'ont pas de grenier. Hein. Et là, il n'y avait pas de sous-sol parce que la roche est à moins 15 cm. Donc là, sous l'escalier, il a mis tout le fatras qu'on pouvait, un cellier, un porche pour rentrer, il faut se protéger de la pluie, et c'est très simple. Et puis là, il fallait faire 2 chambres. C'était un couple, ah oui, une blague. Il est belge et sa compagne, elle est marocaine. Et quand ils sont venus nous voir, il a dit une chose délicieuse que je dois vous répéter, j'aime bien répéter ça. Il dit, vous savez, moi, ma femme, elle est marocaine et moi, je suis flamand. Alors on s'est dit que si on venait voir des modernes, ça allait au moins régler un problème. Ah, j'ai trouvé que l'argument était vraiment très intéressant, avec le cellier, le WC. Mais il y a des choses marocaines qui traînent quand même, dire, pas trop de photos d'intérieur. Ça, c'était la première version, où on pensait modestement construire notre menhir, notre entablement avec un élément de béton. On allait se faire massacrer avec des joints diapason, parce que moi j'ai suivi les cours de construction, l'école d'architecture, et ici un ouvrage béton, et ça c'était un enduit. On disait merci, les dieux étaient avec nous, c'était un rectangle d'or couché, alors que je trouve pas la proportion très belle, et de l'autre côté avec la pente c'était 2 doubles carrés. Et des fois les dieux sont avec vous, il faut dire merci, et quand ça arrive on dit merci, ça vient, tout ça. Puis un jour il vient nous voir et nous dit, moi, je crois que si vous faites une chose, moi, on ne peut pas faire ça en brique, c'est une chose entendue. Tu sais que moi, je suis né avec une brique dans le ventre, je suis belge. Alors, si c'est le fait en enduit, ça va vraiment mal vieillir. Est-ce qu'on ne peut pas le faire en béton armé ? On a dit oui de suite, évidemment. On a dit ça risque de coûter un tout petit peu plus cher. Et on a réussi à passer ça avec plein de magouilles. Et donc, on a lâché les proportions sacrées pour le matériau, et le joint était imposé par la banche. Il n'y avait pas de banche d'angle, des banches qui font 2 mètres 1 mètre, je crois, ou 2,40 120, je ne me souviens plus, qui étaient... et là, sur ce dessin, vous allez le voir peut-être avec le temps, c'est que la hauteur de l'acrotère a été réduite. À mon avis, moins bien. Mais... Et là, il y a une chose, il y a un mensonge. Là, vous voyez, ça c'est un joint, le joint horizontal qui sépare bien entendu la table, non, le joint qui sépare le mur de l'acrotère, la tête de plancher. Et là, on a fait une coquetterie, on a commencé à dessiner
le même joint qui n'était pas nécessaire sur ces 3 piles de béton qui sont autonomes, qu'il a fallu contreventer, elles font 30 cm d'épaisseur, elles sont coulées one shot, on aurait dit. Quand on a fait le chantier, au début du chantier, donc je suis parti à ce moment-là de ce chantier, franchement, on aurait pu continuer en faisant une petite chapelle, non, c'était mieux qu'une maison, on s'est dit. Voici les premiers moments, vous voyez la crotère, elle a diminué, mais tout ce qu'on a dessiné avec soin sur les joints, tout ça, ça fout le camp. Et ça va prendre un peu de valeur avec le temps, le traitement. Une photo de l'intérieur avec un aérateur qui a pris sa place au début. Cette transparence, pour moi, elle n'est pas juste. Enfin, la photo n'est pas bien. Je n'ai pas d'assez bonne photo parce que ça a été un peu cheap sur la cuisine, mais on peut imaginer ce que c'est que de vivre dans ce pays, dans cette croix, cette transparence. Une chose qui est très intéressante quand on est dans des hauteurs comme ça, et il faut l'habiter pour le croire, et l'intuition d'aller mettre les lits en bas, c'était bien, je trouve, parce que ça quand on se détend, hein, quand on ne travaille pas, il ne faut pas travailler pour habiter là, pour être bien. Quand le soleil descend, on descend se coucher très naturellement, c'est comme si la nuit montait, c'est quelque chose de très particulier, je trouve. Moi qui suis né dans la ville, Alors ça, c'est une chose importante, c'est... les grands maîtres nous ont appris ça. Là, vous voyez, il y a un travail très savant pour que le nœud du plâtre coïncide avec le détail fin d'une menuiserie acier bien exécutée, ici très bien exécutée même, de façon à ce que cette arête qui se duplique, puisqu'il fallait aussi dupliquer l'horizon droite-gauche, puisse se dupliquer en laissant le béton continuer sa course 10 cm plus haut. Ce travail optique et ce travail patient a été fait avec soin. Pareil pour vous voyez donc les voiles. Là, le mur qui est là, c'est le dernier, c'est celui qui a une façade, qui a un joint, celui qui était assez nécessaire, qui se réfléchit dans cette tôle. Celui-ci, par contre, il ne le touche pas, il est à 12 cm de la tôle. Les profondeurs, de vue la profondeur en loggia, la lumière froide et chaude d'un côté, donc vous voyez, on est en bas d'un loggia à double hauteur, c'est une lumière chaude qui est réfléchie par le vitrage. Une vue en s'éloignant, alors ça c'est une histoire, je ne vais pas la raconter, trop longue, l'histoire de ça, mais c'est un dessin qui peut paraître un peu... comment dire, un peu exagéré, mais il est juste, il n'y a que le dessin qui permet de faire ça, mais je ne vais pas, il faut que j'accélère. Bon, c'est un peu graphique et un peu agressif ça, mais c'était emporté par l'ordre de la cunette ici. Comment dessiner une oblique là-dedans? Le problème des escaliers, c'est que c'est compliqué. Hein. Donc après, bon, le jeu savant correct est magnifique. Une photo charmante. Et ce qui est très compliqué quand on fait ça, on le verra sur un autre projet tout à l'heure, plus tard, c'est que quand on se livre à ce genre de travail sur l'angle et sur la répétition, c'est les problèmes optiques. On a beau faire des maquettes et beaucoup de perspectives sont très complexes à cerner et il faut que j'apprenne à faire un angle. Voilà. Un projet très difficile et très long qui a duré 5 ans. Des amis m'appellent un jour et ils me disent il est propriétaire de tout ce truc. Alors là, c'est notre monde, la plaine agricole du Tarn. Avant, on faisait de la vigne, de la piquette. Le bon vin du Gaillac, il était sur les coteaux. Les paysans ruinés au TFF faisaient des gravières. Aujourd'hui, ils pompent avec des trucs pour arroser du maïs, du tournesol. Ici, il y a un vieil hangar, un chai, ce hangar qui est là, qui est une très belle bâtisse. J'ai appris en fouillant, alors celui-ci n'était pas classé, que cette bâtisse-là, elle avait été construite par un type qui s'appelle Miquel. Au moins, son nom aura été prononcé une fois dans Paris. C'était un bâtisseur de Gaillac qui avait bâti ce chai en mettant en œuvre des fermes de 17 mètres de long qui franchissaient en bois. C'était incroyable l'énergie que ces gens-là mettaient pour abriter un séchoir, un chai agricole et un cuvier pour rincer le vin pendant les vendanges. Et c'est ce ruisseau qui fonde tout ça. Bon, ce bâtiment, il a l'air sexy dedans, mais il n'est pas très... Il a l'air excitant comme ça, mais il n'est pas autant que ça. Il n'est pas entré en ligne de compte là-dedans. Donc, ils m'appellent, ils ont un dégât des eaux. Des paysans, jadis, avaient bâti cette maison par-dessus le chai. Ils avaient bâti à côté d'abord sur une ruine pour économiser. Et puis ensuite, quand il y avait des problèmes d'étanchéité entre le toit et la maison, ils ont rebâti ça par-dessus. Un désastre. Mais avec des vieilles fenêtres, des vieux trucs machin. Et les gens avant moi avaient déjà bâti une piscine trop grande, qui était en place avec une haie. Alors ça, c'est vraiment un angle. Le nord est en haut de la photo. Hein. C'est une Google photo, c'est nord-sud. Et donc, on a commencé à faire... Alors, un désastre s'est produit.
un dégât des eaux a ruiné la totalité de ce bâtiment qui était devenu entièrement impossible de reconstruire tel quel ou le faire à grands frais. Et ces gens-là sont venus voir la maison que j'avais bâtie dans le Lot et se sont décidés à un moment, alors ce sont des gens qui sont relativement âgés, ils se sont rentrés dans une aventure incroyable, ils ont proposé de me confier la construction d'une nouvelle maison. Il a fallu se battre. Alors ça, c'était des dessins que j'avais faits en étudiant qu'est-ce qu'il y avait sur la démolition, parce que si on démolissait, qu'est-ce qui restait? Il y avait les traces d'un escalier qui était ici qu'il fallait réactiver, parce qu'il y avait un local ici habitable. Il fallait trouver les moyens plus tard de mettre un escalier pour rentrer dans ce chai. Et donc une composition qui n'était pas très heureuse, mais ce qui est très puissant, c'est la puissance de la bâtisse. Chose importante, c'est que les pignons, là on le voit, les arrêtiers en briques, les chaînages d'angles en briques, les pignons sont bâtis en terre cuite, les refends et les pignons sont bâtis en terre cuite, c'est terre cuite. Ça après c'est un gloubi-goulba de cailloux bricolés ramassés dans le ruisseau, quelques bouts de briques et de ciment. Et ils ont construit avec les moyens qu'ils avaient, avec des enduits très épais et de la grosse tuile canal bien lourde. Et on a fait ce premier projet. Alors on a fait 4 projets, je vais vous en montrer que 2, sinon je vous garde jusqu'à demain matin. Et ça, c'était l'une première hypothèse qui était un peu bête. Peut-être c'est ça, parfois c'est bête. Non, on dit on va faire comme lui. Des choses un peu bêtes, mais c'est aussi parce que leur programme était moins ambitieux. Ils voulaient bâtir une espèce de gigantesque T1 bis de luxe, avec leur suite internationale ici, un bureau, une cheminée, une salle à manger, repas, cuisine, et ensuite des locaux annexes qui auraient été installés ici. Le problème de cette version, et là, c'est important, voilà, la chambre d'amis, je serais venu dormir là l'été peut-être, chambre d'amis, ici on serait rentré parce qu'on pouvait cheminer en voiture de l'autre côté, et ici ce qui allait devenir un pool house chicose pour passer des jours heureux et faire des fêtes au bord de la piscine, trop grande, une piscine gigantesque, bâtie dans les années 80. Et il y avait une hypothèse qui m'intéressait, et c'était... Contrairement à ce qu'on voit ici, ces murs ne sont pas porteurs, c'est pas très bien dessiné. Ces murs ne sont pas porteurs, ils sont là pour protéger des vues des gens qui arrivent en voiture et protéger du soleil de l'ouest aussi, comme ça, c'était un travail sur l'ombre portée. Ça sont des espaces couverts au sud et ça c'est un espace couvert au nord. Là vous avez un dessin, une élévation de cette chose ici et les zones de contact et le joint de dilatation de la maison avec la pauvre maison qui avait souffert de sales fenêtres mal dessinées par des gens plus tard. Et il y avait une ambition et un truc, je vais le dire puisqu'ils sont là, c'était pour imiter Jean-Pierre et Sandra. Eux, ils ont la chance, ils ont bâti des maisons merveilleuses avec des voûtes en béton et moi je ne peux pas faire ça, je suis jaloux. Alors j'ai mis des voûtes cintrées en plâtre, j'ai fait le décorateur. Pas tant que ça quand même, c'était vrai ici, c'est qu'on voulait mettre des poutres comme ça, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est 2 porte-à-faux qui s'équilibrent allègrement. Et ne sachant pas trop comment on allait bâtir ça, on avait dessiné ça, mais on n'est pas allé très loin pour savoir comment ça allait se faire. Et les éléments de briques allaient être faits avec, c'était très romantique et très naïf de ma part, mais moi je pense que l'écologie, il paraît qu'il faut... Je trouvais aussi romantique et j'avais envie de consacrer du temps à réfléchir comment bien démolir les maisons, récupérer des morceaux de pierre et de briques qui étaient dans la ruine, parce qu'eux-mêmes les avaient volés à une précédente construction, et de bâtir de la brique non porteuse en récupérant de la brique ruinée, non, de la brique restaurée. Et puis, la logique de la démolition de la maison était telle, là vous avez le reste de la maison qui allait tomber, c'est qu'on n'a toujours pas démoli la maison, parce qu'elle va bientôt être faite, on vient de terminer, on est en train de terminer la maison ici, la maison neuve, ça c'est une version. C'est qu'on s'est lancé dans plusieurs versions, il y en a eu plusieurs, je vous montre l'avant-dernière, celle-ci d'abord, c'est de faire une maison parallèle. La difficulté, c'est de se mettre à côté de Goldorak. Là, on n'avait pas les mêmes biceps. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que c'est la composition? En fait, c'était la fabrication de tout cet espace ici, qu'on l'a progressivement fait. Et là, un travail inspiré de ma maison à moi, vous allez voir tout à l'heure, en faisant des galandages ici, des galandages très puissants, de 5,92 m de long par 2,26 m de haut. Tout est au modulaire, bien entendu, partout. De façon à ce qu'ils puissent continuer de contempler la nouvelle façade, jouir de ce pré commun, baptisé le pré commun, et puis regarder vers l'est, la campagne est très belle et très longue, on voit les variations des terrains agricoles, on voit passer les faisans, les sangliers, les chevreuils, si on reste, c'est un spectacle extraordinaire. Et donc en mettant des parties nuit, et là il y avait une ambition, très ambitieuse, une ambition bête, on voulait faire aussi bien que lui, on voulait franchir one shot. Lui il avait franchi 14 mètres, nous on voulait franchir 11,20 m, avec des dalles alvéolaires.
Et puis, on se disait, si on arrive à franchir, on va dire les murs porteurs, on franchit 12 mètres 20 ici, le travail du programme pour fabriquer cette transparence par la nef centrale, si je puis dire, en mettant dans les collatéraux des chambres, 2 chambres ici, une chambre là, cuisine, entrée, repas, ça permettait de fabriquer cette cour-là, voilà, de faire un travail vers le sud plus épais, et d'arriver en voiture par là, et de monter par là. C'était important aussi, on faisait une entrée. Comment est-ce qu'on rentre dans une machine de guerre comme ça? Alors, on n'a jamais bien trouvé. Et puis, on avait fait ce dessin, et on continue. C'est vrai aussi, vous savez, un jour j'étais tombé sur une image, j'avais jamais vu l'œuvre de Souto Demura, qui est un architecte que j'admire. Il avait fait un truc, il avait pété les plombs. Il n'a pas pété les plombs, mais un jour, il était sorti du dogme mycien, il avait mis des volumes platoniciens en creux dans un plafond, une pyramide, une demi-sphère. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Et puis j'ai mis du temps à comprendre que ce qu'il cherchait à faire tout simplement, c'est que nous indiquer que pour la lumière, personne ne la voit, ce qu'on voit, c'est l'ombre. Et dans le plafond, on voyait des variations d'ombre, et que c'était un truc réjouissant. Là, il l'avait fait avec un peu de provocation, parce qu'il avait des moyens sans doute. Et donc, on s'est lancé, on faisait des maquettes, dans la recherche de cette chose-là. Est-ce qu'on va faire ça? On se dit qu'on va pouvoir arriver à franchir, c'est un peu moins de 11 mètres, à ce moment-là, sur des pieux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le bon sol quand même, ça, dès qu'on sort du lot, c'est fini. Hein. Le pieu est 7 et 8 mètres, on a envoyé 35 pieux, avec des longrines conséquentes ici, la tête de pieu. Mais ça a conduit aussi, parce que ces zones inondables, il y a des migrations de nappes phréatiques et agricoles qui sont très très puissantes. Là, c'est le dessin ancien de la cheminée. Mais on s'est retrouvé en situation à faire un vide sanitaire très très conséquent. On peut y mettre 4 sangliers dedans. Et surtout aussi, j'allais bâtir ma première maison en briques. Je suis toulousain, j'allais faire un bâtiment en briques. Ah là, il s'est passé quelque chose. Il y a un document s'est compressé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, il y a un truc qui s'est passé. Les proportions ne sont pas justes. Il a pris un coup sur la tête. Attendez, peut-être... Non, je ne vais pas essayer. Vous comprenez, il a pris un coup sur la tête, mais c'est pour vous expliquer ceci. C'est que, ne pouvant pas franchir 11,50 m, on a dit, on va garder la tripartition de cette distribution, on va garder la nef centrale, avec un meuble ici, un poteau baptisé le joufflu, une cheminée et le local technique. On va garder cette tripartition parce qu'elle est juste, elle est bonne, elle permet de fabriquer des protections solaires très conséquentes avec des loggias généreuses. Le luxe d'une maison, je trouve, que ce soit dans le sud ou dans le nord, c'est d'avoir des espaces couverts extérieurs. Et donc, le sud, qui n'est pas aussi grand que ça, une fois de plus, le plan est dilaté, et il a pris un pet au casque. Là, il a pris un coup de trisomie, comme ça arrive parfois sur certains écrans. Et là, ici, vous comprenez dans la coupe, ici, ce qui se passe avec le 2, cette chose étrange, parfois je ne m'y fais pas, mais ça a quand même apporté des choses riches, c'est d'avoir donc 2 travées, vous comprenez donc qu'il y a une poutre qui se balade tout le long en chantant la la la, et qui porte à la papa des poutres alourdies construites benoîtement avec des maçons du coin. Du coup, on s'est saisi, j'espère que la trisomie va s'arrêter, ah non. Ah ouais, là, il y a un vrai problème, là, je ne sais pas comment faire, attendez. Ah, peut-être s'il y a quelque chose qui est... Ah non. Oh, je suis fâché. Attendez. Non, je ne peux pas commenter ce dessin avec vous comme ça, c'est pas possible. Mais bon, vous allez comprendre, vous avez compris déjà l'essentiel du plan. Ce qui est important dans la coupe, qui est en couleur, pour une fois, c'est que ici, là, dans la coupe longitudinale, dans les arcs ici, au bout là-bas, on a habillé en fait les pignons de briques. En quelque sorte comme le chai, les têtes de mur, les petits côtés se sont habillés de briques. Au nord, avec un rectangle d'or debout ici et un double carré au nord pour protéger de la pluie, et de l'autre côté, un rectangle d'or debout et un grand carré. Ces grands carrés de briques sont là. Après les études savantes, on a mis au point, établi que pour se protéger du soleil en fin de journée ouest-sud-ouest, il fallait que les grands voiles verticaux soient saillants et sortent pour prendre le relais de la protection solaire du toit. Et puis ensuite, on a, pour poser de la pierre au sol, on a utilisé un système qui consiste à faire un drainage, à remplir de gros graviers, de galets qu'on a voulu acheter pas cher, mais on s'est fait entuber, pour pouvoir poser à plat, ce qui est hors des TU, on n'a pas le droit de faire ça, de poser des pierres de 2 cm sur ce qu'on appelle un grain de riz, puis un petit caillou, de façon à garantir la planité complète et de ne pas avoir de pente. Alors moi, ce dessin était là pour aller expliquer ça
aux élus, parce que voilà, le pignon est en brique. Je disais, vous comprenez, monsieur, là, un pignon en brique, eux, ils ont fait ça, nous, on va le faire en béton armé. Alors tout le monde m'a regardé comme ça, et dit, ah oui, vous êtes sûr? Je dis, oui, je suis sûr, on va le faire en béton armé. Et donc, on voulait faire le béton, on voulait faire quelque chose d'aussi... bon, là, le mur, il est surdimensionné avec une épaisseur de 30. Là, vous voyez donc les voiles de briques. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et ça, c'est la façade nord, non, avec le soleil qui est là. Mais ce travail, il est là pour... parce qu'on voulait se lancer dans l'épopée de faire un béton grossier, aussi rustique que les premiers bétons que faisaient nos amis tessinois dans les années 70, avec des banches de 50 cm qu'ils bâtissent tous. Ils font toutes les palissades avec leurs banches de 50 cm pour le réemploi. Voici donc une... Et donc on s'est lancé dans ce dessin. Ça, c'est la façade est. Le sol, donc, est à 70 cm. Bon, le modulor règne partout. On est à 70 cm du sol fini. Alors que de l'autre côté, le précommun se trouve presque à ce niveau-là. Et ensuite, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes dans ce dessin, mais qui ont viré à peu près comme celle-ci, notamment les joints verticaux ne sont pas comme ça. Parce que ça, c'est une chose qu'on négocie à peine. Et puis, à un moment, les clients ont souffert. Ils ont dit, il nous faudrait quand même une petite fenêtre, là, pour éclairer le... Parce qu'ils avaient peur, malgré les maquettes, de ne pas avoir assez de lumière. C'est la maison la plus vitrée que j'ai jamais bâtie. Il faut que je remette le plan, qu'il faut qu'il marche pour vous le faire comprendre, hein, pour vous l'expliquer. Ça, c'est donc un croquis au moment... La cheminée n'est pas terminée encore, elle est vraiment bien, mais on n'a pas les panneaux de façade. Et donc, même la profondeur est... Là, sur ce croquis, la profondeur est presque carrée, vous voyez, mais en fait, c'est pur que ça, parce qu'il y a 3 mètres de profondeur, 2,96 très précisément, par 2,26 m de haut ici. Et le joufflu se trouve à peu près par là, c'était une grosse bagarre. Et donc, tout le travail, c'est avec la lumière et le reflet de faire traverser l'horizon et de faire rentrer donc la croix du sud, non, est, ouest, nord, sud. Il y a un travail dont on est fier ici. Alors, il y avait quelques artisans qui étaient remarquables, un plaquiste absolument remarquable. Il a fallu quand même tendre des pièces d'acier tout le long pour caler qui viennent cintrer ces plaques de plâtre ici, parce que c'était compliqué. Bon, il y a un travail de chien aussi, parce que 2,26, c'est pas compatible avec les banches béton. Et donc, on a tout un travail sur la lumière ici pour encadrer et pour venir récupérer ces choses-là. Bon, c'est pas... Je me vante. Des plans et des coupes savants. On a bossé comme des chiens. Le chantier a duré pratiquement 3 ans. Pendant 1 an et quart, en plein Covid, tout s'est arrêté, les entreprises ont pété les plombs, ça a été vraiment très très dur. On a souffert. À la sortie, on s'en sort avec pas mal de joie, mais on a vraiment souffert. Donc ça, c'est une photo il n'y a pas longtemps. Avec donc, vous voyez les banches vraiment presque fatiguées déjà. On fait presque un travail de ragréage qui est sincère. On a commencé à finaliser les choses sur la piscine ici, à savoir à changer les pierres, mais ce n'est pas fini. Ce sont des pierres 5 cm qui sont les mêmes pierres qui sont celles qui sont là, sont assez belles. Alors c'est terrible parce que la proportion, même frontalement, elle change tellement, c'est très compliqué ces problèmes-là. Une vue vers le sud-est, donc vers l'est, donc avec, ça c'est une photo en fin de journée, où le soleil, vous avez compris, traverse la maison de ce côté-là. Les murs en briques qui racontent ces choses-là. Bon, voilà, il y a du travail, Alors ça, c'est la façade nord, et ces photos disent 2 choses, c'est que à gauche, bon, il suffit de suivre la géométrie. Hein. Quand la géométrie suit, tout va bien. Hein. Et bon, vous avez compris. Et là, c'était juste pour démontrer que là, la lumière chaude traverse la maison, donc même dans le nord, au contre-jour, qui avait peur de ne pas voir ces lumières, c'est la lumière qui vient du contre-jour, alors que là, dans certains autres moments, c'est la lumière qui vient qui se réfléchit de la campagne. Là, vous voyez, c'est le paysage que ces gens-là observent vers le nord. Hein. Donc ça, c'est en fin de journée, il y a quelques semaines, avec beaucoup de soins sur ça, il y a du soin, du travail, voilà, sur ce travail de... Et là, il a fallu mettre des stores vénitiens, plus des trucs pour les moustiquaires, et du galandage. J'ai jamais dessiné des fenêtres comme ça, c'est trop cool. Et donc là, quand on ouvre tous les galandages, c'est un grand bonheur, parce que la lumière chaude de l'ouest traverse, comme ça. Et quand on s'approche, elle commence à être vraiment, vraiment belle. Et puis, alors, il y a le calpinage des pierres n'a pas suivi. Voilà, les pierres, elles sont les joints ouverts, posés sur du gravier, alors que là, elles sont collées. Ces pierres sont très économiques, elles ne sont pas chères. Elles font 12 mm d'épaisseur collées sur la chape du chauffage basse température. Et puis, le plaquiste est un génie. Hein.
Il y a des magouilles après. Voilà. Le joufflu, je ne sais pas ce qu'il lui a fait au joufflu. Il avait été couffré, il avait des couilles, il était tout tordu. Il a pris un patron de bois, comme ça, il a envoyé de plâtre et il a mis une chaussette blanche. Parce qu'au début, moi, bien sûr, je voulais le laisser tout en béton. C'est un peu con parfois, les architectes, hein, il faut reconnaître. Parfois, il faut accepter la contradiction. Hein. C'est difficile, ça, c'est difficile. Et alors, jamais je pensais que je serais capable d'autant de complexité. Cette photo ne parle pas très bien de l'ambiance qu'il y a au sud, mais c'était pour vous montrer que c'est comme si je douterais jusqu'à la fin de mes jours de savoir s'il fallait que cette poutre soit laissée nue jusqu'au bout là-bas. Aujourd'hui, je crois que non, mais demain matin, je penserai que oui. Mais personne ne me le dira jamais, je pense. Et il faut comprendre le luxe de cette maison, ce qui est là. Vous comprenez que ça, c'est il y a 140 de profondeur de plafond, non? Et après 2,96, donc 140 plus 96, ça fait ça, ça fait 4-5 ans de long, hein, c'est pas mal ça. Et puis sur 10 mètres de large, le voile au milieu qui porte l'ombre. Alors là, je jure, on a passé les grosses chaleurs, hein, parce que le soleil, comme vous le voyez, lui, là, il commence à toucher. Il passe entre les voiles, il commence à toucher les bas du vitrage. Je ne sais pas terminer une voûte. Je vais apprendre. Et là, donc, une photo qui parle bien de cette chose, de ce bonheur que la lumière du sol se réfléchit pour éclairer celle du plafond et donner du sens aux choses. Non? Et une photo, donc là la différence, vous voyez, c'est la même chose, mais c'est des photos qui sont à la température que l'appareil photo a décidé. Non, la température de la couleur, elle parle. Hein, c'est du contre-jour, de l'est. Et vous voyez, comme j'aime ce béton. Au début, ils n'ont pas beaucoup aimé. Ils ont demandé si on ne pouvait pas mettre un enduit. J'ai dit que non, il ne fallait pas le faire. J'ai amené plein de copains pour les convaincre. Et pour terminer, on va se balader dans un beau pays. C'est le pays où pratiquement j'habite aujourd'hui. Je vais installer mon bureau dans un pays de pierre. Je suis tombé amoureux de ce pays merveilleux. Et c'est là que j'ai bâti pour le meilleur client que j'ai jamais eu, moi-même. C'est-à-dire qu'il est CRS. Il est cultivé, riche et sympathique. En fait, c'est mieux à l'envers. Vous voyez qu'ils sont d'abord sympathiques, si possible riches, ce n'était pas mon cas, pas suffisamment, et cultivé accessoirement. Non, c'est d'abord sympathique. Un mec qui n'est pas sympa, qui veut dire je veux une maison, il faut le jeter de suite, hein, c'est pas possible. On va passer 3 ans ensemble, c'est pas possible. Ça, c'est le mur qui est là, ça, c'est des pierres, les pierres qui sont là. C'est une photo que j'ai faite. Un jour, on était en train de bâtir la maison de l'Albin, et ce mur-là, c'est le mur d'une ruine que je suis allé photographier avec un maçon. Le maçon m'a dit, j'avais dragué le maçon pour lui, je voulais bâtir avec des pierres du terrain. Je voulais bâtir avec les pierres qu'il y avait dans le sol. Il me dit, t'es fou, c'est des pierres triangulaires, on n'arrivera pas, il faut les tailler, t'es pas milliardaire, tu n'y arriveras pas. Le seul truc qu'il faut faire, c'est aller acheter des pierres dans des ruines. Et c'est sordide, c'est dur, mais on va acheter des mètres cubes de pierres dans des ruines de paysans qui ont besoin d'argent. Et donc on a acheté des mètres cubes d'une maison qui avait été taillée il y a 200 ou 300 ans avec des pierres taillées. Les faces d'assises sont toutes bien taillées, les faces de vue ce sont un petit peu moins. Sinon les pierres, ça ce sont des murs de pierre sèche, des kérous. Ça c'est les murs de berger avec des fruits. Ce sont des murs que moi je sais le bâtir avec mes mains et une brouette. Je le fais tout seul et une massette. Ça par contre c'est un travail de fou. Et donc je passe les détails pour aller vite, un projet rapide. Ça c'est le premier projet, ça parle de projet, c'est juste pour vous présenter le terrain. Ici, il y a le chemin d'accès et un gros kérou. Ce kérou-là, il mesure 4,50 m en moyenne d'épaisseur. C'est-à-dire que les gens qui ont dû enlever les pierres pour faire paître leurs bêtes ici et faire des potagers plus tard, ils ont tout simplement trimballé hommes, femmes, enfants des pierres pour fabriquer le soutènement du chemin et fabriquer le mur qui les séparait des autres. Là, vous voyez les kérous en blanc, qui sont les kérous de clôture, font entre 1 m et 1,50 m d'épaisseur, mais tous entre 1 m et 1,80 m d'épaisseur. C'est des tas de pierres, où évidemment aujourd'hui personne ne les entretient. La civilisation paysanne s'est écroulée et c'est un bonheur incroyable de circuler dans ces ruines-là. C'est une chose que je fais souvent le dimanche. Alors là, c'était une coupe correspondant au premier projet. Déjà, les choses sont là. Le désir de ne pas être vu et de se servir du kérou déjà là pour ne pas être vu par les gens qui passent en voiture ou à pied. Seuls les cavaliers, malheureusement, quand ils passent, ils me voient tout nu dans la piscine.
Bon, je passe les blagues, je ne fais pas les blagues. Ils m'ont dit de ne pas la faire celle-là. Donc et ici, donc, on ne pouvait bâtir cette maison parce que pour amener ma femme à la campagne qui a peur des bêtes, il y avait une seule condition, c'est que jamais les bêtes s'approchent de la piscine. Donc il fallait qu'il y ait une piscine aussi. Ça, quand on commence une maison avec une piscine, c'est difficile. Et donc on se sert simplement du terrain de la pente, le mur de soutènement, le bassin, ma femme qui va bronzer. Ça, c'était l'esquisse que je lui ai vendue dès le début. Elle avait dit, OK, ça va. Elle a un don, c'est qu'elle sait lire les plans. Et ça, c'est un peu énervant. On ne peut pas trop la promener, quoi. Il faut faire attention. Et donc, ça, c'est une version intermédiaire. On l'a tournée parce que pour des raisons de continuité PowerPoint, mais ça, c'est... on va dire, c'est un grand T2, un grand T1 bis avec une chambre, une salle, une cuisine. L'entrée, c'était ici. Et on partit du présupposé de faire un entablement ici, c'était déjà un présupposé trop prétentieux parce que je n'ai pas les moyens, c'est de bâtir un muret de soutènement ici qui allait tenir toute cette terre et mettre ça à plat par rapport à la pente. Et puis la maison était grande et dès les premières estimations, on a pris un tir comme d'habitude, il faut tout redessiner. Hein. On ne savait pas très bien aussi, il y avait les réseaux qui étaient là, comment on allait faire. Ça, je regarde ça avec tendresse, de voir tout ce travail. Et l'idée, c'était de bâtir des murs comme ça, avec un mur d'agglo maçonné. Et je ne pensais pas que j'avais les moyens de bâtir un mur plein en pierre. Je ne pensais pas que c'était possible de faire ça. Et donc, on a fait ce projet, ce travail-là, qui était modeste. Donc, voici l'élévation, très naïve. Ça, c'est le permis de construire. Je déteste ces arbres lyophilisés, mais ils donnent à peu près l'échelle des arbres tels qu'ils sont, même s'ils sont un peu grands, ceux-là. Mais c'est pas loin. Et puis, ici, la mesure et la proportion nous fait faire, c'était là à l'entrée. Le kérou, vous comprenez. Et ça, c'était le plan. Bon, c'était simple, hein. Fallait rentrer, un WC, on devait bloquer, feng shui, une salle, le repas pour manger. Ma femme dit non, je veux manger là et la table là. Je pense qu'elle a raison. Et le bassin qui avait une bonne proportion. Et est-ce qu'on avait suffisamment d'argent pour mettre tout ce qui est en gris? C'était de la pierre au sol, et ça, on ne savait pas. Et ça, c'était de combattre avec l'idée au début, c'était de faire une annexe. Et il y a eu un premier projet, qui n'est pas là, c'était que, ici, vous comprenez, c'est de la lumière captivée. J'ai oublié de dire, vous voyez, le nord est comme ça. Le sud, c'est le nord, là, ce trait noir, le nord comme ça. Donc le soleil se lève le matin d'été comme ça, et chauffe assez rapidement cette baie, c'est un souci. Elle n'est pas comme ça tout à fait aujourd'hui. Et là, c'était, vous avez compris, des transparences. Ça, c'était du pipeau pour le permis de construire. C'était pour construire ça et se dire si plus tard on ferait une chambre d'amis, ce serait celle-là. On n'était pas capable de savoir si on allait construire une chambre, même pour notre fils, c'est vous dire. Donc là, ici, ça, c'est la version quasiment finale, celle que je vais vous montrer. C'est grâce aux maçons, quand on est allé voir les pierres, il m'a convaincu de pouvoir bâtir certains murs en pierre sur 65 cm d'épaisseur, en faisant un doux mélange de pierres taillées en périphérie et de pierres moins belles au centre à l'intérieur, fixées quand même avec du ciment, avec de la colle, comme il dit. T'as qu'à mettre de la colle, il dit. Et ici, un galandage complet. Je suis un fan des galandages. Moi, j'aime bien les menuiseries quand on ne les voit pas. C'est mieux, non? C'est pour ça que Technal s'était intéressé à la maison pour communiquer. Je lui dis, mais c'est con parce que j'ai utilisé ça pour qu'on ne voit pas les menuiseries. Donc, donc les galandages coulisses là-dedans, une salle, vous comprenez, une cheminée, la salle, le vestiaire de madame et de madame, une salle de bain. Au début, elle voulait prendre sa douche et aller directement dans le bassin pour se rincer les pieds ici. J'ai dit non, on n'a pas assez d'argent. On a mis un éclairage zénital. Elle m'en parle encore. Et ici, ça c'était une faute, c'est une faute, mais je ne vais pas le dire, je ne vais pas me flageller outre mesure. Mais ici, là, avec la chambre, c'est la plus belle chambre, avec beaucoup de protection solaire, là il y a une protection en tissu, au début c'était en bois, on a fait une protection solaire avec un tissu, vous allez voir, un coulissant pour aller rejoindre la fête ici. Et là, un vitrage fixe qui contemple ce mur en pierre et qui donne l'heure. Et là, il y a un auvent, presque un truc d'étudiant qui marque l'entrée. Je vais en parler tout à l'heure. C'est quand un étudiant il dit qu'il marque l'entrée, je lui arrache une touffe de cheveux. C'est la façade en pierre. Alors, ça a aussi la leçon. Pas assez d'argent pour faire l'entablement et le sol comme ça, on doit suivre cette pente. Et cette négociation avec la réalité, c'est qu'en utilisant ces merveilleuses pierres, j'ai lâché en quelque sorte la juste proportion pour le plaisir et le bonheur de cette matière dont les couleurs fusionnent et les couleurs passent avec celles du sol. Après, le sol a changé ici, on a mis
une chose. Et c'est aussi l'histoire du rapport avec cet arbre. Il y a un arbre là, il est beaucoup plus beau que ça. Il est vraiment beau et il n'est pas tout à fait là d'ailleurs, il est plus bas. Et il y avait une tendresse qu'il fallait faire avec l'arbre et elle ne se faisait pas avec le nombre, elle se faisait avec la peau, je ne sais pas le dire. Voilà, comprenez, non? Voilà. Et bon, là, il y a un auvent pour marquer l'entrée, je vais en parler ici. Et ça, c'est une pierre, sur le linteau de la ruine, on pose son pied pour franchir 1, 2 et 3 soleils. Je vous jure, c'est vrai, c'est moi qui ai bâti ce mur. Il fait 24 mètres de long, 86 cm de haut, 140 cm d'acier, tout au modular, et il fait 86 cm de haut en bas avec 113 cm en base au sol. Mais aujourd'hui j'ai honte parce que j'ai bâti ce mur avec des pierres incroyablement chicos. Donc aujourd'hui, bientôt, pour d'autres raisons, en première mondiale, je vous jure que c'est vrai, je suis un vrai écologiste. On va faire une extension à cette maison et je vais donc démolir ce mur en pierre moi-même. Il faut donc imaginer seulement Sisyphe heureux. Je ne crois pas que je vais le faire tout seul, je ne sais pas. Je vais créer une association de stagiaires pierreux, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais ma femme, elle dit que je ne dois pas le faire. Alors c'est pour vous montrer cette chose-là. Ça, c'est les pierres bâties par les maçons, donc avec du ciment. Il y a un doux mélange de pierres trouvées par terre, enfin dans le sous-sol, qu'on a triées. Et ça, c'est les pierres de taille sorties de la ruine. Ça, c'est les pierres bâties par Laurent Tournier lui-même, c'est-à-dire pas bien. Et là-bas, bâties par un maçon qui a volé quand même des pierres qui restaient, les pierres d'angle. Par contre, on les a... La moitié des pierres qui sont là, on les verra tout à l'heure, c'est des pierres qui viennent du sol. Vous voyez, ça c'est... Bon, la photo n'est pas très bien, mais c'était pour montrer ça. C'était parce que la photo est jolie que je vous la montre. Alors ça, c'est une histoire, c'est que j'ai fait comprendre à mes étudiants que j'ai marqué l'entrée, que je m'arrache une touche de cheveux. C'est parce qu'en fait, il y avait une coquetterie, le maçon avait fait un truc dans mon dos, il avait dressé cette pierre toute seule comme ça, avec de la colle. Il me dit, t'inquiète pas, j'ai mis de la colle. Et cette pierre ici, je ne supportais pas sa présence d'être rapportée comme ça. Alors avec de la tôle ici, on est venu fixer en magouillant de la tôle ici et on a mis ce porte-à-faux pour marquer l'entrée. Mais ça, et après j'ai fait une faute pour faire plaisir à ma femme qui en avait marre du blanc. Elle me dit j'en ai marre du blanc. Et moi je pense que la seule couleur, ou la plus belle couleur du monde, c'est le blanc. Elle dit je veux noir. Alors je l'ai fait, mais c'est une faute. Parce que le soleil a cuit tout ça, la peinture a sauté, et là, dans un an, j'ai l'autorisation de la repeindre en blanc. J'essaie de la culpabiliser en retour, non ? Alors ça, c'est un moment pénible quand il a fallu dessiner cette baie. Au début, elle faisait 5,92 m de long, et il a fallu faire une économie, on ne passait pas dans les prix, je n'allais pas enlever 1 mm3 de la pierre. Ce qu'on a fait, c'est que je me suis planté un couteau dans le ventre, et plutôt que de faire une baie de 5,92 m de long, elle fait 4,79 m de long. Et c'est pour ça qu'elle est vilaine. Et c'est pour ça que je vous montre cette photo, parce que grâce à l'optique et au fait qu'on va se mettre à la place des sangliers plus loin dans le champ, ça altère la proportion est modifiée. Heureusement qu'on ne regarde pas le monde comme moi en géométral. J'aime cette photo, même si elle traduit les faiblesses de l'enduit ici. C'est parce que ça, c'est une photo qui est prise... Là, il fait chaud. Là le soleil, c'est 11h30. Là, il est parallèle à la maison à peu près. Et ce n'est pas encore le midi solaire, ce n'est pas encore 14h. Et on a fait une chose aussi, vous allez le voir, c'est qu'on a tendu une toile là-bas pour fabriquer, je n'ai pas commenté suffisamment le plan, pour fabriquer... Alors ça, c'est une photo, là, il n'y a que les sangliers qui voient, il n'y a que les sangliers et les chevreuils qui voient ça, il n'y a personne qui le voit ça. Là, il fait très chaud. Là, il fait chaud. Là, vous voyez pour aller se cacher la drogue dans le local technique de la piscine dessous. Ça s'est fait avec beaucoup de détails. Je dis que cette maison, et je pense que c'est toujours ce qu'il faudrait faire, c'est une surface qui s'adresse au ciel. Et un chiffre intéressant et important, c'est qu'il y avait, avant l'extension et la troisième pièce, quand il n'y avait que 2 chambres, notre chambre, celle du fils, elle faisait très précisément 105 mètres carrés habitables. Mais quand on a commandé les pierres, qu'après j'ai dessiné et calpiné toutes les pierres à mettre au sol, on a acheté 295 mètres carrés de pierre. C'est-à-dire que le luxe de cette maison, c'est qu'on a construit les espaces extérieurs. Il faut toujours bâtir l'extérieur. Elle n'a pas assez d'espace extérieur couvert. Et là, une autre faiblesse, mais on apprend toujours de ses erreurs, c'est pressé par l'économie. Je n'ai pas su donner 2,26 m de profondeur et gracier la section carrée de la loggia. C'est la loggia ici, non ? Qui couvre celle qui est vilaine, qui fait 4,79. Et on a fallu dessiner ces valeurs qui ne sont pas au modular pour introduire un espèce de vibrato et faire disparaître cette vilaine proportion. Des détails savants.
comme on avait l'intention de tendre des toiles ici, sur le cadre d'acier, on a fabriqué un truc très savant, enfin même un peu ampoulé, mais je suis content du résultat. J'ai demandé à un ingénieur comment il fallait que j'envoie de tonnes pour tendre le câble, pour tendre la toile. Pour tendre les toiles, pas des toiles achetées chez Point P, hein, des toiles qui sont des toiles pour vraiment être à l'horizontale absolue quand on la tend ici. Il fallait envoyer quelques dizaines de tonnes, en tirer. Et je ne pouvais pas envoyer ça dans le parpaing, j'allais arracher la maison avec la toile. Donc on a mis un cadre en acier avec des trous partout. Et dans ce cadre en acier en creux qu'on a fait en faisant un merveilleux pont thermique, parce qu'il faut faire des viaducs thermiques, sinon ça n'a pas d'intérêt de construire comme ça. On a mis le châssis fixe, le seul châssis bien dessiné de toute l'industrie, c'est le châssis fixe de chez Tecnal, 48 mm de côté. Et surtout, le vitrage est à fleur ici. Le vitrage vient parce que la part close est profonde. Et la glace vient se mettre à 3 mm de l'aluminium. Donc là, on se prend pour Miss Fandero. Là, on est fiers, non? Et là, la toile, donc vous voyez compris, bon, il y a un travail savant. Il y a du travail. Et ce vitrage, il s'est mis au nu extérieur parce qu'il est venu conquérir le reflet de la lumière sur un mur qui est nord-nord-ouest et il réfléchit les choses qui sont éclairées. Alors, comme vous voyez cette vue-là, c'est une vue, c'est un matin d'été, le soleil s'est levé depuis au moins 3 heures. Il projette les ombres des arbres du voisin, de l'autre côté du chemin, du Grand Quérou. Donc, pour le moment, il n'y a que du gravier ici posé sur 20 cm pour éviter que ça... Voilà, ça, on chemine par la pied, et là, c'est donc le futur bureau de mon agence internationale dans le Lot, ici. 18 mètres carrés, avec 3 postes de travail, ça y est, j'ai tout dessiné. Et si on se retourne cette photo, si on zoome derrière soi, on voit ça très précisément, c'est que l'autre mur, là, vous voyez donc l'appareillage du mur, on avait baptisé ça l'omoplate de rhinocéros, là, ici, avec la pierre donc bâtie par le maçon, et ça c'est une pierre bâtie par un autre maçon qui avait l'autorisation de bâtir avec exclusivement ou presque, sauf celle-là, des pierres qui viennent du sol. C'est-à-dire on a quand même choisi, on choisissait une parmi 50 avant de la mettre dans le mur. Moi j'étais au pied du mur, je faisais la petite main, et avec un échafaudage, en 10 jours on bâtit ce mur. À 2, moi qui fais la petite main, lui qui trime 7 heures par jour avec une bétonnière, et c'était merveilleux. Alors ça, les gens qui font du cheval, alors ça j'ai fait un truc hors DTU, on s'inspire de ce que font les Suisses, on n'a pas le droit de faire ça en France, parce que je craignais déjà la canicule avant tout le monde, on a mis du gravier comme des malades, on a rempli tout ça de gravier, et quand il fait 80 degrés, qu'on peut faire cuire une omelette sur la coiffe, ici, nous en bas, c'est supportable. Et donc là, cette vue, c'est quelqu'un seulement qui fait du cheval dans le chemin qui peut le faire. Et donc c'est pour ça qu'on a tendu la toile, c'est pour pas qu'on nous voit complètement tout nu. Et là, on ne voit pas trop, mais là, il y a le Quérou aussi. Ce Quérou, là, on voit le tas de pierres. Ce tas qui a l'air préhistorique, il fait 4,50 m d'épaisseur. Quand il se réfléchit dans le vitrage, on dirait qu'il y en a 2. Bon, vous comprenez, non? Après, ma femme, elle aime bien acheter des meubles. Il faut la surveiller tout le temps. Parce qu'elle a chiné cette cochonnerie, là, qu'elle adore. Et je suis méchant, parce que je finis par l'aimer, sauf que c'est moi qui la ponce et qui prend les écharpes, mais ça c'est autre chose. Et ça c'est une chose comme ça, voilà. L'hiver, on met le canapé face à la cheminée, et l'été, là c'est une photo au printemps, on va dire, mais l'été on le tourne. La maison ne s'habite pas pareil, été-hiver, vous comprenez bien que dès que c'est ouvert, la nuit quand il fait très chaud, elle est merveilleuse, parce que les nuits d'été sont belles, il y a des bêtes partout, c'est magnifique, il n'y a pas de moustiques, voilà. Voilà, j'aime cette photo parce qu'elle fait la frime totale, mais c'est parce que, bon, vous comprenez bien que le bassin quand même ne fait que 2,26 m de large, hein, calmez-vous, hein, il fait 2,26 m de large. On peut se retourner en faisant du matelas piscine, c'est un grand bonheur. Et là-bas, ici, par contre, là, ce qui me plaît, c'est le reflet, vous comprenez le reflet du Quérou sur le côté. Bon, vous avez compris. Et puis voilà, c'était que vous ayez quand même une idée de la couleur des pierres. L'hiver, moi, je travaille là, et je peux vous dire l'heure, selon l'heure. Je peux dire l'heure en regardant la lumière sur les pierres. C'est un peu proche. 86 cm, c'est un peu. La prochaine fois, on fera 113 cm. On va changer de couleur. Surtout que... Voilà. Et l'hiver aussi, des choses différentes. Là, c'est en position d'hiver au coin du feu. Écoutez bien le feu crépiter à gauche. Bonsoir. Merci. Merci bien. Merci bien, c'est gentil. Merci.